Ça devrait marcher. Oui, la réunion est diffusée maintenant en direct sur Facebook. Cool. Eh bien, bon matin Facebook. Voilà, bon matin Facebook. Pour ceux qui nous ont déjà rejoints, je vais juste vous dire qu'on est en train maintenant de partager le contenu directement sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait plus de monde possible qui nous rejoignent. Donc, et on commencera juste après. Donc, ce ne sera pas très, très long. Bonjour, bonne journée complète Facebook. Pas juste le matin, en plus il reste juste 1 heure au matin. Et en France, ils ne sont pas le matin non plus quand ils écoutent. Voilà. Bon après-midi pour le Facebook européen. Donc, je suis en train de partager sur Twitter pour ceux qui ne le savent pas, en vous identifiant, mes chers invités. Et voilà. Donc, ça va commencer dans quelques secondes, les amis. On va pouvoir, à ce moment-là, débuter ça avec vous, tous ensemble. Et voilà, donc on est sur toutes les plateformes. On est maintenant diffusé et disponible. Vous avez juste à cliquer le lien. Et je pense que vous êtes là à ce moment-là. Ben, j'espère, juste pour vous dire, on est ici sur Facebook Live, mais d'un autre côté, on va être disponible après coup sur les autres plateformes habituelles, bien évidemment. Donc déjà, bonjour tout le monde. Merci d'être ici pour ce nouveau podcast de Culture Soccer, le podcast. On est en direct aujourd'hui pour vous présenter un nouvel épisode. Je me présente, Adi Raphaël, animateur du podcast aujourd'hui, et je suis rejoint par 2 invités de marque aujourd'hui. En premier, Tristan D'Amour, journaliste montréalais, animateur du podcast The Scrum Podcast en anglais. Salut Tristan, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien, ça va bien. Content d'être ici. Ben, je suis très content de te recevoir. J'aime beaucoup discuter de foot avec toi, de MLS, et de l'impact et ainsi de suite. Donc, c'est toujours extrêmement intéressant de discuter avec toi et je suis heureux que tu aies accepté mon invitation cette fois-ci aussi. Le deuxième invité, ben, c'est nul autre que Mathias Van Alst. Pour ceux qui ne connaissent pas, animateur du podcast Coup Franc, grand connaisseur de la MLS, rédacteur en chef de ImpactSoccer.com aussi. Mathias, salut, comment ça va aujourd'hui? Bonjour à tous, bah, ça va bien. Écoute, quand il y a les mots culture, soccer et valse, et puis on est en manque de sport, en manque de culture en ce moment avec les confinements, je pense que ça ne peut que plaire à tout le monde, tout ça. Exactement, impossible pour ceux qui aiment le foot, qui aiment la culture, on est là. On va essayer de vous donner le plus de culture possible, mais c'est plus de la culture footballistique qu'autre chose. Pas très bon en dessin ou en peinture, mais bon. Il y a de la danse, hein, c'est de la valse le programme aujourd'hui. Voilà, c'est la valse des entraîneurs, tu as tout compris. Effectivement, donc aujourd'hui, on vous présente un peu le podcast. On va parler bien évidemment des nouvelles entraîneurs au sein de la MLS. On a 6 nouveaux entraîneurs cette année en MLS pour la saison 2021. On va parler aussi, bien évidemment, de la place libre au poste d'entraîneur du CF Montréal, du Club de foot Montréal. Un poste qu'on espère sera rempli dans les prochains jours, semaines. Mais on va parler, bien évidemment, étant tous les 3 à Montréal même, on en parlera, bien évidemment, dans cet épisode-là. Donc, restez à l'écoute pour écouter tous ces sujets-là. On va rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on a un long podcast qui, j'espère, va beaucoup vous plaire. Voilà, j'ai hâte d'en découdre avec mes amis ici. Donc, on va commencer en tout premier. On va commencer par la conférence Ouest parce que c'est là où il y a 2 nouveaux entraîneurs, du côté de la conférence Ouest. En premier, on commence par la surprise, en fait, on va dire la surprise du chef, plutôt Greg Vanney, qui s'est engagé avec le Galaxy de Los Angeles. On peut l'aimer ou pas, mais quel privilège pour un entraîneur de quitter un club lui-même, la tête haute, afin de retourner au club de ses débuts, qui est le Galaxy de Los Angeles, parce qu'il a joué ici, là-bas, en tant que joueur. Est-ce que pour vous, surtout, on va commencer par Tristan, est-ce que pour toi, respect ou juste de l'indifférence pour cet individu-là?
Ben, premièrement, je suis un peu surpris que tu dises que c'est une surprise. C'était pas une surprise du tout, Greg Vanney à LA. Ben, surprise qu'il ait quitté plutôt Toronto. Ben non, je suis pas surpris du tout. Ah ouais? OK. Pourquoi? Parce que, ouais, oui, il aimait le club, puis ça se voyait énormément qu'il aimait le club. Il en a même versé des larmes. Mais elle dit, on vit dans un temps de pandémie. Hein? Faut pas l'oublier. On vit dans un temps où les clubs canadiens ne peuvent pas jouer au Canada. Et là, on a 2 entraîneurs, on va en parler d'un autre là, qui vient de partir. Jouer pour les clubs canadiens ou entraîner pour les clubs canadiens en MLS, c'est pas facile. Et c'est assez clair maintenant. Je pense que l'équipe la plus opportuniste de l'année, c'est le LA Galaxy. C'est une équipe qui ne se ressemble plus depuis nombre d'années. Ils menaient la Ligue. Ils étaient le fleuron de la MLS. Et là, ils ont la chance d'aller chercher un des meilleurs entraîneurs des dernières années en MLS. Et ça donne qu'il était défenseur central pour le LA Galaxy. Donc, moi, je ne trouve pas que c'est une surprise. Je trouve que c'est un des bons recrutements de l'année, sincèrement, parce que s'il y a une chose que le LA Galaxy avait besoin, c'était d'un entraîneur qui, connaît cette équipe du Galaxy-là pour la ramener à ce qu'ils étaient de leur vieux temps. Et s'il y a une personne qui est capable de faire ça, sincèrement, ça peut être Greg Vanney. Il y a quelque chose qu'il faudrait rajouter aussi, c'est que tu as des entraîneurs qui réussissent dans un club et après ont du mal à franchir le pas. Un de ceux à qui je pense, c'est Jason Kreis, par exemple, qui a été louangé quand il était à Salt Lake. Et après, ça a été difficile, et pas seulement à New York City, il y a aussi eu l'épisode Orlando qui a été compliqué pour lui. Et là, le voilà dans les divisions inférieures. Donc, Greg Vanney, je pense qu'il a aussi fait le pas au bon moment. Parce que tous les entraîneurs doivent faire ça, à part peut-être un Giroux, mais c'est des exceptions. Et donc, là, je pense qu'il était prêt. C'était peut-être le moment de partir de Toronto. Et il y avait une porte qui s'ouvrait au LA Galaxy. Mais attention, il y a quand même pas mal de pièges devant lui. Oui, ben c'est sûr, il va y avoir des pièges, surtout quand tu commences dans un nouvel environnement. On s'entend, aussi grand qu'est le club de Toronto, surtout dans les dernières années, il passe quand même à une nouvelle dimension avec le Galaxy de Los Angeles. C'est le club qui a le plus de titres, le plus titré en MLS. C'est le gros club où il y a eu les Beckham, où il y a les Robbie Keane, où il y a eu des joueurs depuis des années et des années. On a Chicharito maintenant. Bref, on a un gros effectif avec beaucoup, beaucoup d'argent et ça a toujours été le cas plutôt que Toronto qui est plus un peu super riche depuis juste une dizaine d'années ou qui commence à avoir vraiment des succès depuis une dizaine d'années, tandis que le Galaxy a toujours eu du succès. Et au contraire, maintenant, on est dans une période où ça ne va pas du côté du Galaxy de Los Angeles. Le chantier, il va commencer dans cette franchise qui tâtonne depuis de nombreuses années. Pour toi, Mathias, c'est quoi le cheval de bataille principal de Greg Vanney? Quel sera vraiment, si jamais tu es le dirigeant et tu engages Greg Vanney, c'est quoi tes directives pour un nouvel entraîneur de la sorte? Si je suis le dirigeant et que je connais un peu ce qui se passe sur le terrain, c'est pas très compliqué. Il faut réapprendre à cette équipe à jouer au foot, tout simplement, parce que l'année dernière, il y avait rien. Il y avait des individualités qui essayaient de s'en sortir, mais collectivement, offensivement, c'était pas bon du tout. Derrière, ça allait, mais devant, il ne se passait absolument rien. Il n'y avait pas de créativité, il n'y avait pas de complémentarité. Et une autre chose, mais ça, je pense que c'est pas aux dirigeants de lui dire parce que les dirigeants ne s'en rendent pas compte et ça va être un des défis de Greg Vanney. Je pense qu'on en reparlera après parce que ça va revenir sur la table. C'est qu'il ne faut pas qu'il surestime cette équipe comme son prédécesseur l'a fait. Je trouve que l'année dernière, justement, c'est que les Galaxy voulaient jouer comme une équipe de haut classement, mais elle n'avait pas l'effectif pour ça. Et elle voulait dominer, donc quand l'adversaire s'installait, jouer comme ah oui, ça c'est notre identité du LA Galaxy, mais pour avoir une identité, il faut les joueurs qui ont le niveau de cette identité-là. Et ils ne l'avaient pas, et pour le moment, ils ne l'ont toujours pas. Mais c'est un peu pour ça que j'aime énormément l'arrivée d'un gars comme Greg Vanney, parce que il est arrivé au Toronto FC au temps où le Toronto FC n'est pas ce que l'on connaissait ou ce que l'on connaît maintenant. Il est arrivé après, bon, c'est sûr qu'ils n'étaient pas dans la cave là, comme on a vu Toronto FC dans les 8 premières années de leur existence,
Mais tout de même, c'était un entraîneur qui ne surestimait pas l'équipe dans laquelle il est arrivé. Il y a des choses qui sont encourageantes. Dans l'entre-saison, on a vu on a entendu un Chicharito qui était repentant dans un sens, qui reconnaissait qu'il n'avait vraiment pas fait une bonne saison et qu'il avait des choses qu'il devait au Galaxy, en fait. Ouais. Pour ce qui est je veux dire, moi, je trouve derrière, ça reste un peu faible. On a des bonnes choses. On a Villafaña qui arrive. On a O'Neill Fisher qui vient appuyer le jeune Julian Araujo. Il y a des belles choses, mais je ne sais pas. Je veux dire, dans les belles équipes du Galaxy, on regardait les joueurs désignés du calibre de Landon Donovan, de Robbie Keane, mais il y avait des solides gars derrière aussi. Tu sais, on avait des Omar Gonzalez je veux dire, au top de sa forme. Il y avait des AJ de la Garza au top de sa forme. Donc, je trouve qu'il manque quand même un peu ça. Je ne suis pas encore super convaincu de ce qu'un Giancarlo Gonzalez nique depuis. Je ne sais pas. Après, c'est sûr que c'est un plan long terme. Là. Je pense pas qu'ils vont redevenir ce qu'ils étaient, mais j'aime la drive. Tu sais, ils ont dévoilé leur nouveau maillot qui ressemble, qui est comme un throwback vers les maillots Super, magnifique en d'antan. plus. Ouais. On sent qu'il y a quelque chose. On sent qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls dans le marché. On dirait qu'ils agissaient comme si le LAFC n'existait pas. Et là, ils sont clairement derrière. Puis j'ai l'impression qu'ils réalisent un petit peu plus. Donc, juste pour ça, c'est un positif. Ouais, c'est pour ça que tu parlais de la défense. Évidemment, il y a des progrès à faire en défense, mais ce que le grand public retient, et dans la concurrence avec le LAFC, c'est ça aussi, c'est le spectacle, c'est s'amuser. Et tu parlais des Beckham, de Novan, Keane, même si c'est pas des grands noms comme ça, quoi, que Chicharito, c'était quand même un beau grand nom. C'est ce qui va se passer, c'est que cette équipe, elle joue dans le camp adverse et elle marque des buts. Et quand on va la regarder à la TV ou aller au stade quand ce sera possible, qu'on s'amuse, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Et je pense que ce n'était pas la faute, entre guillemets, de la volonté de l'entraîneur, mais plus de ce qu'il pensait de son groupe et qui pensait qu'il était capable de plus que ce qu'il était en réalité. Je suis complètement d'accord. J'ai comme senti qu'il y a eu un problème sur l'évaluation de l'effectif, comme tu le dis, Mathias, l'année passée. Et c'est drôle parce qu'on en parlait avec le CM du compte LA Galaxy en français, Raphaël, qui est aussi rédacteur pour Culture Soccer. On en parlait avec lui. Puis il me disait, écoute, ils ont oublié que pour pouvoir jouer au foot, il leur faut une défense. Et puis ça fait quelques années qu'on a besoin de recruter en défense. Et aussi que je pense qu'au milieu de terrain, il manquait un peu ce petit éclair de génie-là qui, par exemple, et je trouve que c'est un peu bizarre qu'on n'ait jamais donné vraiment les clés à Efrain Alvarez, un peu le faire jouer. Pourtant, Ibrahimovic avait eu de très bons mots sur Efrain Alvarez en disant que c'est un des joueurs les plus talentueux, un des jeunes joueurs les plus talentueux que j'ai vu en MLS. Puis encore, on le voit souvent un peu trop sur le banc avec Schelotto. Donc, je suis complètement d'accord avec ce que vous disiez. Il y a eu plusieurs erreurs du côté du LA Galaxy, mais là, on sent, comme l'a dit Tristan, on sent qu'il y a un peu un renouveau quelque part. Tu as parlé de Villafaña. Moi, je suis content aussi de voir O'Neill Fisher qui a signé, qui est pas un mauvais latéral, qui est capable d'être bon. Malheureusement, en 2019, il a raté toute la saison. 2020, on connaît un peu le contexte, mais en général, c'est un bon joueur de rotation qui va pouvoir rendre de fiers services à une équipe. Donc, il y a de la qualité qui vient, ou bien au moins ces joueurs de rotation-là commencent à faire un peu plus de sens. Après, bon, il manque encore le fameux milieu de terrain. Est-ce que Pavón va revenir ou pas? On ne le sait pas encore. Il manque un peu ce joueur-là dans ce style-là. On a Chicharito, on espère, comme tu l'as dit, Tristan, on espère qu'il va être meilleur cette année. Par contre, quelque chose d'un peu bizarre, une des premières transactions pour le LA Galaxy, c'est l'arrivée d'un nouveau gardien, Jonathan Bond, à la place de David Bingham. Est-ce que, pour toi, Mathias, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Bon, Bingham, je ne suis pas fou de Bingham, ce n'est pas un excellent gardien, mais c'est quand même un gardien solide.
est-ce que tu penses qu'il fallait vraiment recruter à ce poste-là spécifiquement? Pas forcément, mais Bingham, son défaut aussi, c'est son irrégularité. Ouais. Et je pense que pour une défense, et Tristan en a parlé tout à l'heure, qui n'est pas non plus fabuleuse et qui a besoin, je pense, justement, d'avoir un gardien derrière elle en qui elle peut avoir confiance, avoir quelqu'un de régulier. Mais évidemment, Bond, je ne connais pas assez pour savoir s'il l'est. Ouais, moi non plus. On verra, on verra, et j'imagine qu'il y a aussi le style de gardien, sa façon de relancer, sa façon de communiquer, des petits détails qu'on ne perçoit pas forcément quand on regarde tout ça à la télévision, qui font que peut-être aussi c'est une différence que Vanet veut apporter en changeant de gardien. Non, moi, je trouve que c'est une belle idée, sincèrement. Mais après, c'est ça. Est-ce que je suis un expert de Jonathan Bond? Pas vraiment. Il vient de West Brom, mais c'est le truc que je connaissais de West Brom ou de Jonathan Bond, c'est qu'il n'était pas le numéro 1. Et je veux dire, c'est un gars de 27 ans, 27, oui. Ouais, 27 ans. Né Ouais, comme 2 mois avant moi. C'est un gars de 27 ans qui est dans la fleur de l'âge et qui cherche à être un titulaire indiscutable. Et je veux dire, bon, est-ce que Jonathan Klinsmann a fait assez pour mériter une place de titulaire? Non. Est-ce que David Bingham, pour moi, en a fait assez pour avoir une place de titulaire? Non, pas vraiment. Mais encore, il y a un nouveau coach. Fait que, dans un sens, Greg Vanney, on repart à zéro, quoi. C'est ça, c'est qu'est-ce qui va se passer en pré-saison? Et s'il y a une pré-saison, ou quand il va en pré-saison, peu importe, il va les laisser se battre entre eux. Mais oui, c'est ça. Hein? Quand tu as, une ligne défensive qui n'est pas en confiance, d'avoir un gardien qui est capable de vraiment être vocal puis de les mettre en confiance, ça part déjà bien. C'est déjà c'est déjà un plus. Donc, moi, je pense, avec les Galaxies, il faut prendre les petites victoires. Donc, si Jonathan Bond rentre, devient le titulaire indiscutable, parce que ça fait longtemps qu'il n'y en a pas vraiment eu là, aux Galaxies. Là. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu grand-chose aux Galaxies. Là, il y a Ibrahimovic, c'est tout. Mais si Bond rentre et devient le rock devant le filet, tant mieux. Ouais, ça fait un peu MLS 1.0, 1996, le joueur qui a presque aucune minute de jeu en Europe, qui vient à 27 ans, un peu relancer sa carrière parce qu'il n'est pas assez bon pour l'Europe, mais il vient en MLS. Je ne sais pas, j'ai comme cette impression. Bradley Wright Phillips, c'est-tu MLS 1.0 pour toi? Non, pas vraiment. Ça peut être aussi une très bonne surprise, comme l'était Bradley Wright Phillips, mais c'est rare que tu vois, tu en vois beaucoup moins en MLS, ce genre de move-là, des joueurs qui ne jouent pas en Europe et qui viennent un peu se refaire une santé ici en MLS. On en voit de moins en moins. On voit beaucoup plus des joueurs sud-américains ou bien des joueurs qui sont confirmés, qui décident à 29-30 ans venir à ce moment-là continuer à jouer au plus haut niveau, mais d'une manière un peu différente du côté de l'Amérique du Nord, l'Eldorado américain, comme on l'appelle. Mais bon, c'est vrai, effectivement, c'est un gros point d'interrogation pour Jonathan Bond, mais tu amènes un super bon point, Tristan, en parlant de Klinsmann. Klinsmann est là et c'est possible que ce soit lui qui soit le numéro 1. Tout est ouvert, je pense, et la concurrence, elle ne fait que commencer. On sait que la saison, le camp de pré-saison commence le 8 mars. Greg Vanney va commencer à voir ce que valent ces gardiens-là. Justement, tu parles de Klinsmann, peut-être que le transfert de Bond, je le mettrais plus en doute en parallèle avec Klinsmann. Il serait peut-être été bien d'aller chercher un gardien âgé, expérimenté, qui peut partager son expérience avec Klinsmann, qui peut le faire progresser et pour lequel finalement tu sors pas trop d'argent non plus parce que le gars, il va peut-être pas rester longtemps. Il va peut-être se retrouver sur le banc si Klinsmann le dépasse. C'est un gars qui accepte de jouer et qui a le niveau pour être titulaire, évidemment, si c'est lui qui joue. Mais si jamais Klinsmann le dépasse, il se fait dépasser par Klinsmann, puis c'est pas un problème. Peut-être que ça aurait été mieux. Je suis pas sûr que Bond pourra apprendre beaucoup de choses à Klinsmann, mais de nouveau, je le connais pas assez. Peut-être que c'est un excellent professeur. Ouais, c'est ça. On n'a aucune idée de ce qu'il vaut, le Jonathan Bond. Pour revenir, Klinsmann, pour ceux qui se posent la question, c'est le fils de Jürgen Klinsmann. Donc, juste au cas où vous vous posez la question, oui, c'est bien lui. Il est américain. Il est né aux États-Unis. Voilà, Jürgen Klinsmann, son fils, Jonathan Klinsmann, qui est gardien du côté du LA Galaxy. Dernière question, et je te la pose à toi, Tristan, sur Greg Vanney. Est-ce que tu penses que Greg Vanney va réussir à aller ou est-ce que tu penses que c'est trop glam
pour lui, LA, c'est trop brillant, il y a trop de paillettes autour, ou est-ce que tu penses que ça rentre dans la philosophie ou bien dans l'ADN de Greg Vanney, en fait? Ben, réponse en deux temps. Premièrement, définis-moi c'est quoi succès. Ben, succès, c'est déjà commencer par redonner, comme l'a dit un peu Mathias, redonner des émotions aux supporters. Donc, aller voir un spectacle, ce qu'on n'a pas vu depuis longtemps, même si la parenthèse Ibrahimovic était là. Deuxièmement, ben, retrouver un peu, être dans les premières places dans l'Ouest, aller en demi-finale ou en finale ou même remporter la MLS Cup, commencer à avoir des succès. Ce n'est pas des titres spécifiquement, les succès, c'est juste au moins retrouver un certain standing, pas d'une équipe qui se bat pour la 8e place ou la dernière place qualificative en séries éliminatoires, mais au moins retrouver une équipe qui se bat pour les premières places dans la conférence Ouest. Ouais, moi je pense que oui. Est-ce que ça va arriver tout de suite? Probablement pas. Mais Greg Vanney, j'espère qu'il va être donné au moins un certain temps ou un temps qui est similaire à celui qu'il y a eu pendant qu'il était au Toronto FC. Et pour la pression, je te dirais, ben, Toronto, c'était de la pression, là. Ils n'avaient pas fait les playoffs ils n'avaient pas fait les séries pendant 8 ans. Puis le marché de Toronto, là, on va se le dire, là, pour ceux qui sont pas au Canada, là, c'est un marché où il y a beaucoup de pression. Là. Le monde à Toronto, premièrement, c'est la ville la plus populeuse au Canada. C'est la ville où quand tu commences à avoir du succès, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à toi. Et comme on a vu en MLS, c'est une des équipes qui a eu le plus d'attention. C'est une des équipes qui était le plus suivie en MLS pendant son temps, Greg Vanney. Donc, il a gagné là. Donc, pourquoi il se ferait avoir par la pression à LA? Et en plus, il a joué là. Donc, moi, sincèrement, il va faire la même chose qu'il a fait à Toronto, j'ose croire. Là. À moins que le ownership à LA soit, je veux dire, mettre 2 fois la pression, puis que le but, ça soit de gagner une Coupe MLS cette année. Mais si c'est ça leur but, ils sont un peu stupides, là, sincèrement. Là. Je veux dire, commence par commencer, puis après ça, on va peut-être se rendre jusque... Parce que au final, je pense que tout le monde... La MLS se portera mieux avec un Galaxy qui est un contender avec le LAFC. Je veux dire, si ces deux équipes-là se rendent à un niveau où ils peuvent être dans le top 3 de l'Ouest et aspirer à une Coupe MLS à chaque année, la MLS va se porter mieux. Ouais. On n'est pas là. Il faut se rendre là, mais ça ne prendra pas 1 an. C'est certain que ça ne prendra pas 1 an. Donc, j'espère qu'on va lui donner un certain temps. Mais je veux dire, est-ce que je pense qu'avec quelqu'un comme Greg Vanney, ils peuvent se rendre là? Moi, à mon avis, oui. Je vais revenir, moi, à ce que je disais tout à l'heure. Quand tu parles de glam, Adi, c'est ça, c'est que ce qui est au LA Galaxy brille plus que ce que ça vaut réellement. Donc, de nouveau, j'en reviens à mon évaluation. L'obstacle devant Vanney, c'est de mal évaluer son effectif et de croire qu'il brille plus de penser que c'est de l'or alors que c'est du toc finalement. Et si il arrive à franchir cet écueil-là et avoir les renforts nécessaires, à faire comprendre ça à ses dirigeants, à faire comprendre ça, peut-être pas au grand public, parce que le grand public, il s'en fout, lui, il veut juste avoir du plaisir et voir une équipe qui progresse. Parce que le grand public est pas con non plus, on peut lui faire comprendre que l'équipe doit progresser petit à petit. Et donc, à faire ça comme à Toronto, parce que la situation, je suis pas d'accord avec Tristan quand il compare les Galaxy et Toronto, parce que justement, en Toronto, il y avait rien. C'est une équipe qui avait jamais été en phase finale de la saison et qui n'avait pas de lettres de noblesse du tout. Au contraire, tout le monde rigolait de Toronto à cette époque-là. Et justement, c'était un record. Et combien de temps encore Toronto va finir en fond de classement? Tandis que le LA Galaxy recherche à retrouver sa gloire passée. Et là-dessus, il y a, je ne veux pas dire une certaine pression, mais une certaine impatience. Et dire, oui, mais le LA Galaxy appartient au haut du classement.
Il faut faire gaffe, c'est pas parce que tu appartiens au haut du classement, surtout dans un championnat comme la MLS où tout est fait pour que les écarts entre les équipes soient les plus serrés possibles, que tu vas t'y retrouver. Hein. On peut penser à DC United, qui était le grand club du début de la MLS, et puis qui a eu un très long passage à vide. On peut penser aussi à Chicago, qui avait bien commencé, qui a un énorme marché, et qui a eu du mal, et qui a toujours du mal à retrouver, je ne vais pas dire sa gloire, parce que ça n'a jamais été un club super glorieux, mais qui a quand même du mal à trouver la place qui est au niveau de son marché, on va dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas juste parce que c'est un nom qu'ils vont y arriver. Par contre, je pense que si Greg Vanney peut faire la même chose qu'à Toronto sportivement et prendre l'équipe petit à petit, là, je rejoins Tristan et la faire gravir les échelons, oui, il est tout à fait capable de remonter les Galaxy au niveau auquel il se voit être. Si je peux me permettre, par contre, je veux dire, quand il est arrivé, Greg Vanney, faut se rappeler aussi le méga push que Maple Leaf Sports and Entertainment a fait quand ils ont arrivé. Quand Tim Leiweke est arrivé, il a fait les grosses signatures. Il s'est pointé devant tout le monde à Toronto et il a dit « Why can't we be great? » C'est une équipe qui avait... un peu comme l'Impact de Montréal dans ses premières années, a passé ses entraîneurs dans le tordeur en pensant qu'ils pouvaient gagner. Maple Leaf Sports and Entertainment n'a pas mis l'argent pour aller en MLS en pensant qu'ils allaient être une équipe de milieu de tableau. Ouais, ils pensaient qu'ils étaient une équipe qui allait être un contender parce que Toronto a cette pression-là, peu importe le sport. Les Raptors, maintenant, ont cette pression-là. Les Maple Leafs, même s'ils n'ont pas gagné de Coupe Stanley depuis 1967, ont cette pression-là. Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Ça fait partie de l'ADN de la ville, hein, donc de vouloir toujours être dans le top et toujours être le meilleur. J'ai bien aimé ce que vous avez dit tous les deux sur ce point-là. Et je pense aussi, il ne faut pas oublier, Greg Vanney est venu à Toronto après Ryan Nelson, si je me rappelle bien, qui était un flop total. Donc, faire mieux que Nelson, ce n'était pas très compliqué. Tandis que là, il arrive au Galaxy, et je rejoins un peu Mathias, où il arrive au Galaxy où c'est un club, c'est un gros club. Oui, il vient après Schelotto, mais même Schelotto, ce n'est pas un petit entraîneur. Hein. C'est quelqu'un qui est venu, qui avait déjà un gros CV en tant qu'entraîneur en Amérique du Sud. Donc, il ne vient pas après un nobody au poste d'entraîneur du LA Galaxy. Mais par contre, lui non plus n'est plus le jeune bleu qu'il était quand il a rejoint Toronto. C'est quelqu'un aussi qui a on a beau l'aimer ou ne pas l'aimer, là, on ne peut pas ne pas le respecter. Il a fait de très belles choses avec Toronto. Il a réussi, oui, à construire une équipe et à faire en sorte de la rendre vers les sommets de la MLS. Voyons voir s'il va être capable de le faire du côté du Galaxy. Donc, voilà pour ce côté-là de Greg Vanney avec le Galaxy de Los Angeles. Passons à la deuxième équipe, la deuxième franchise de l'Ouest. C'est Austin FC, le petit nouveau Austin FC, équipe d'expansion, 13e équipe du côté de la conférence Ouest, avec le nouvel entraîneur Josh Wolff. Très sincèrement, je pense qu'il y a un an ou un an et demi, si je vous avais dit Josh Wolff, je ne pense pas que vous aurez pu vraiment en parler pendant très longtemps. Moi, personnellement, je le connaissais très, très peu. C'est un ancien international américain. Il a appris en tant qu'assistant aux côtés de plusieurs entraîneurs confirmés. On parle de Ben Olsen, pas quelqu'un que j'aime beaucoup, mais n'empêche, un entraîneur confirmé, et Greg Berhalter, surtout du côté de Columbus et avec l'équipe nationale américaine. Il a joué sous les ordres en tant que joueur de Peter Vermes et de Bob Bradley. C'est quand même pas mal comme professeur, n'est-ce pas, Mathias? Comme professeur, oui, mais bon, ça dépend lesquels. Hein. Olsen, on va en reparler tantôt. Berhalter, oui, c'est bien. Par contre, plus sérieusement, entre apprendre et mettre ce que tu as appris en pratique, il y a un pas. Et maintenant, c'est à lui de prouver qu'il est capable de franchir ce pas-là. Moi, ça m'a fait... J'ai vu, en regardant sa fiche de route, j'ai pensé un peu à Jesse Marsh, qui avait un parcours similaire avant de prendre son premier emploi à l'Impact de Montréal. J'avoue que c'est quand même un gros pas à franchir, mais je vois un peu je vois un peu ce profil-là. Après, ça va être à lui de prouver ce qu'il est capable de faire. Il n'y a quand même pas de mauvaise équipe avec qui jouer.
Et bon, on a un propriétaire en pre-court qui est juste content d'avoir son équipe à Austin comme il voulait. Donc, je lui souhaite bonne chance. J'espère qu'il va avoir plus qu'une saison, à défaut de Jesse Marsh avec Montréal. Ouais, effectivement. On espère qu'on va lui donner un peu de chance à Josh Wolf. Est-ce que tu penses, Tristan, que c'est une bonne idée pour un club d'expansion de signer un entraîneur qui en est à sa première saison en carrière dans ce rôle? On n'a pas vu beaucoup de... Bon, on a vu du succès dans le passé au côté MLS avec des entraîneurs qui étaient à leur première année en tant qu'entraîneur, puis ils ont fait de bonnes choses, mais c'est quand même assez rare, c'est quand même difficile. Il faut dire aussi qu'au moins, il est bien entouré avec Davy Arnaud en tant qu'assistant, l'ancien capitaine de l'Impact de Montréal, mais aussi il a Claudio Reyna qui est au-dessus de lui en tant que directeur sportif. Est-ce que tu penses que c'est suffisant et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, Tristan? Ben, c'est pour ça que c'est un peu pour ça que j'ai amené le nom de Jesse Marsh parce que, tu sais, ça finit que c'était pas un si mauvais entraîneur que ça, là, même. Mais moi, j'ai l'impression, surtout avec une équipe d'expansion, si t'es pour amener un entraîneur comme ça, limoge-le pas après une saison. Je veux dire, si, c'est une équipe d'expansion, s'ils font pas les séries, garde, c'est correct, là. Donne-y au moins 2 saisons. L'optique, j'aimerais croire que c'est pour qu'ils grandissent avec toi. C'est une bonne chose d'amener Claudio Reyna qui, bon, a quand même fait des bonnes choses à New York City FC. Donc, j'espère que c'est ce genre d'expansion-là où ils vont grandir avec leur staff, où Josh Wolf va peut-être devenir un des bons entraîneurs. On ne le sait pas encore, mais j'espère qu'ils ne vont pas avoir le limogeage facile. Je ne sais pas comment le dire. La gâchette facile. J'espère qu'ils vont être patients avec lui. Ouais. Il y a une grosse différence, mais j'ai aussi pensé à Jesse Marsh. Tu pourrais poser la question, j'aurais dit exactement la même chose. Il y a un énorme parallèle à faire. Cela dit, il y a une différence, c'est que Jesse Marsh était un entraîneur novice dans un club novice avec une direction novice. Tandis que du côté d'Austin, il y a Claudio Reyna qui non seulement a de l'expérience en MLS, mais en plus a de l'expérience dans un nouveau club parce que c'était avec New York City. Donc Reyna, pour moi, sera la clé et sera la différence. Et au contraire de Montréal, où ils se sont peut-être dit il faut passer à autre chose parce qu'il y a un manque, parce qu'il y avait ce manque-là. Là, Austin, ce manque ne sera pas présent et donc ils auront moins d'arguments, je pense, pour ne pas être patients avec leur entraîneur parce qu'ils l'ont pris en connaissance de cause et ils l'ont entouré aussi avec quelqu'un qui connaît certaines ficelles de la MLS et qui connaît aussi ce qui doit se passer dans un club quand il arrive en MLS et en plus qui connaît les erreurs à ne pas commettre. On en a parlé tout à l'heure avec Jason Kreis. Donc, pour moi, Reyna est une des clés très, très importantes à Austin. Oui, effectivement, c'était un excellent joueur aussi, un grand ambassadeur de l'équipe nationale américaine, Reyna. Et bien évidemment, c'est lui qui a commencé à construire New York City FC, comme tu l'as dit. Donc, effectivement, je pense que ça va être assez intéressant. Pour une franchise d'expansion, Tristan, Austin a un effectif quand même intéressant, avec quelques bons joueurs de MLS. Et je nomme les bons joueurs. Il y en a quand même Andrew Tarbell qui a bien fait l'année passée avec le Crew. On a Alexander Ring, l'ancien capitaine de New York City FC, qui est quand même une grosse recrue selon moi. Mais par contre, on a comme l'impression que oui, il y a de bons joueurs de rotation, sauf qu'il faut un peu, comme on l'avait dit, un peu du côté de LA, il faut que les joueurs désignés, les joueurs ces joueurs-là amènent vraiment une valeur ajoutée. Est-ce que tu penses que les 2 DP qu'ils ont signés, Pochettino et Dominguez, vont être à la hauteur de ces attentes-là, ou est-ce que tu penses que ça va être compliqué de les juger, ces joueurs-là? Ça va prendre du temps, un gros temps d'adaptation. Il faut un peu oublier un peu Austin pour les 2-3 premières saisons, comme on a oublié un peu Minnesota dans les 2 premières saisons, en fait. Ouais, je veux dire, comme toi, il y a quand même des solides joueurs. Tu n'as pas mentionné Matt Besler. Je trouve que c'est quand même un excellent joueur. J'aime bien Cecilio Dominguez. C'est le genre de signature MLS qui normalement fonctionne. Ça me fait penser un peu à Nacho, ça me fait penser un peu à Valérie, des joueurs un peu à la fleur de l'âge qui n'ont pas nécessairement eu leur chance en Europe ou qui ont eu leur chance et que ça n'a pas trop marché. Je l'aimais bien à Kai.
Pochettino, je le connais pas vraiment, je vais être honnête. Donc, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qu'il peut apporter. Mais je trouve qu'ils ont fait des signatures qui ont de l'allure. Diego Fagundes, j'aime bien. Kekuta Mané, j'aime bien. Donc, ça va vraiment être intéressant. Ben Sweat aussi, je trouve que c'est quand même, c'est passé un peu dans le beurre, mais je trouvais que c'était quand même une bonne signature. Donc, c'est intéressant. Je pense pas qu'ils vont se taper un Cincinnati là, où ils vont finir vraiment dernier, là, mais ils vont they're gonna come up with a fight. Ça va être quelque chose. Pochettino, tu disais que tu le connaissais pas trop bien. En fait, Non. Pochettino, c'est un joueur que je trouve très intéressant. Moi, c'est un droitier, c'est un très bon centreur. Il a un bon pied sur les phases arrêtées. Je pense que ça va être un joueur vraiment intéressant. Et j'imagine voir jouer sur l'aile droite, Dominguez probablement sur l'aile gauche. Donc, il faudra quelqu'un devant pour mettre le ballon au fond sur leur service aussi, parce que même si eux, ils sont bons, qu'il n'y a personne pour mettre le ballon au fond des filets, ça va être compliqué. Donc, j'imagine que, vu l'effectif qu'ils ont pour le moment, c'est Danny Hoesen qui va avoir ce rôle-là. Ouais, effectivement. Donc, il aura un rôle important. Et évidemment, pour être compétitif, il faudra aussi une bonne défense, une bonne organisation collective. Et ça peut aller dans tous les sens parce que ce sera plus que probablement une première saison dans des conditions difficiles à cause de la pandémie. Et on a vu avec Miami que ça pouvait être une grosse déception. Et il y a besoin de temps. Après, qu'est-ce qu'on fait de ce temps et comment on l'utilise? Nashville a montré qu'on pouvait commencer assez difficilement, puis progresser et bâtir quelque chose d'intéressant, surtout si on a des joueurs qui sont quand même routiniers en MLS. Et moi, le recrutement d'Austin me fait quand même un petit peu penser aussi à la façon dont Nashville a bâti son effectif pour la première saison. Donc, il y a quand même des espoirs qui peuvent s'afficher du côté d'Austin. Super bon point de la part de Mathias. Effectivement, c'est drôle parce que j'y pensais et je voyais effectivement beaucoup, en plus à Nashville qu'un Inter Miami, par exemple, du côté de Austin. Ça a l'air intéressant. Mais Mathias, qu'est-ce que tu penses que sera l'objectif réaliste de Josh Wolf cette année avec les données qu'on a présentement? On sait que le mercato est ouvert jusqu'au 4 mai. On a entièrement le temps que ça change avec l'effectif, qu'il y ait beaucoup de renforts et ainsi de suite. Mais avec les informations qu'on a, on a parlé de plusieurs joueurs qui sont là. Il y a aussi des Nick Lima qui sont là, qui est quand même un excellent joueur aussi. Est-ce que tu penses qu'il y a un objectif réaliste qu'on peut se donner pour cette équipe d'expansion-là? Je reste avec Nashville. Je pense que c'est le comparable et qu'il doit essayer de faire aussi bien que Nashville cette année parce que les gens vont comparer. Et au moins, à la fin de la saison, entre guillemets, tout le monde, donc que ce soit les observateurs, le grand public, les supporters, disent « Ah, c'est une première saison réussie ». Ouais, moi, je dis viser série, puis après, tu sais, va... essayer de trouver les résultats après. Est-ce que c'est un cas où c'est vrai que c'est un peu c'est un peu mince en avant-centre? Ouais. Peut-être que c'est là où Austin utilise le Young Money, Ouais. le nouvel argent qui est disponible en MLS. Donc, moi, c'est ça. S'ils ne font pas les séries, c'est pas la fin du monde. Mais s'ils les font, tant mieux pour eux. Oui, effectivement. C'est à peu près dans ça, se battre pour la dernière place qualificative. Je pense que c'est l'objectif réaliste. Je suis complètement d'accord avec vous. On va passer maintenant vers la conférence Est et on passe directement. On a parlé de Greg Vanney qui quittait Toronto. On va parler de son remplaçant qui arrive à Toronto, Chris Armas. Déjà en premier, Tristan, je commence par toi. Est-ce que tu es surpris de la nomination de Chris Armas? Est-ce que tu penses que c'est le bon fit pour un club comme Toronto? Je vais juste donner un peu mon avis parce que pour ceux qui connaissent pas, qui me connaissent bien, je suis pas du tout un fan de Ali Curtis, le directeur sportif de Toronto. Pas du tout. Je trouve que Chris Armas, c'est un bon entraîneur pour un club qui essaie de bâtir quelque chose avec des jeunes, ce qui n'a jamais été le cas du côté de Toronto. Je ne vois pas comment il va falloir changer complètement la culture de l'entreprise de Toronto, selon moi. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Tristan, ou si tu as un avis différent par rapport à Chris Armas à Toronto. Surpris, non, parce que il y a beaucoup jamais de monde surpris, qui ont Tristan. passé des Red Bulls à Toronto. Donc, voir Chris Armas rentrer là, pas surpris. Après, moi, je pense que, il y avait des rumeurs avec Patrick Vieira, mais Patrick Vieira, peut-être, puis là, j'en ai aucune idée, là, mais
il y a aussi le truc de pandémie. Hein? Chris Armas va être obligé de vivre dans une chambre d'hôtel pour la majorité de l'année. Après, est-ce que quelqu'un comme Patrick Vieira, ça lui tentait? Ça lui tentait peut-être pas. Là. Donc, il n'a peut-être pas eu l'embarras du choix là, côté Toronto FC. Puis, bâtir avec les jeunes, peut-être que c'est quelque chose que Toronto va faire parce qu'il y a quand même des solides jeunes là, à Toronto FC. Là. Ayo Akinola, ça a été solide. Le TFC Academy quand même, a quand même pris un peu de poids de la bête. Donc, et là, on parle d'un jeune de 16 ans qui a peut-être approché par le Bayern de Munich. Donc, après, je ne dis pas qu'ils vont complètement virer vers les jeunes parce que pour moi, Toronto FC va toujours vouloir aspirer à la coupe. C'est pas, on n'a pas une équipe qui va être si différente que l'année passée. Après, Chris Armas est là un peu pour refaire sa carrière. Ça ne s'est pas super bien passé avec les Red Bulls. Est-ce qu'ils vont gagner la Coupe MLS? Je ne pense pas, parce que la réalité COVID va probablement les rattraper un peu comme l'année passée. Donc, ça va être un peu mi-figue, mi-raisin, d'après moi. Adi, tu donnes deux noms, puis le problème pour moi, c'est qu'Ali Curtis et Chris Armas ne sont pas compatibles. Parce que tu parles de la culture d'entreprise, pour moi, elle dépend d'Ali Curtis et justement aller vers les jeunes et peut-être dépenser moins finalement pour donner une chance aux jeunes, comme parfois les clubs qui ont des problèmes financiers ou qui veulent garder l'argent pour autre chose ou qui ont un stade difficile à remplir parce qu'il est excentré en plein milieu de nulle part dans le New Jersey. C'est une chose. Toronto, c'est pas la même chose. Donc, on va voir si Ali Curtis peut changer son fusil d'épaule. Et ça, entre guillemets, pour Toronto, ça m'inquiéterait. Par contre, Chris Armas, je ne suis pas surpris du tout. Et tu disais que tu n'aimais pas Curtis, mais Armas, c'est peut-être pas forcément la même chose. Je trouve que c'est un fit très intéressant. Ses méthodes de travail sont peut-être différentes de celles de Greg Vanney, mais il y a beaucoup de points communs entre les deux d'un point de vue gestion du jeu, gestion du match, par exemple. Les matchs de Vanney et d'Armas, souvent des débuts de match assez fermés, le temps d'observer ce qui se passe et comment les deux équipes s'adaptent l'une à l'autre. Et Armas, c'est aussi un entraîneur qui veut poser le jeu, qui veut passer par les côtés, par les centres. Et ça, c'est des choses qui fonctionnent en MLS. Faut pas oublier que quand Chris Armas a repris le flambeau de Jesse Marsch, son bilan était meilleur que celui de son prédécesseur, jusqu'à ce que Ali Curtis continue le démantèlement de New York. Donc, je pense que c'était pas forcément la faute de l'entraîneur. Et un autre point aussi que je mettrais en faveur d'Armas, c'est ce qu'il a fait avec Daniel Royer, qui tout le monde considérait que c'est un très bon joueur de MLS, mais qui a rarement su jouer à son meilleur niveau, sauf Armas. Royer, chaque fois que New York jouait, on disait « il faut vraiment faire attention à lui. Ah, il est en forme en ce moment et tout. » Mais si vous remarquez, ces périodes de forme, c'est tout cet entraîneur-là. Donc, il est capable de sublimer certains joueurs aussi. Et s'il peut faire ça à Toronto avec des joueurs qui sont, on va dire, du subtop et qui n'arrivent pas à s'exprimer pleinement en MLS, ça va apporter aussi un plus. Donc, moi, j'ai beaucoup de choses intéressantes à dire à son sujet. Moi aussi, je trouve ça intéressant. Par contre, tu vois, logiquement, on devrait commencer un nouveau cycle du côté de Toronto. Il y a tout pour commencer un nouveau cycle. On a parlé un peu des jeunes avec Tristan un peu plus tôt, Mathias, mais tu regardes, il y a beaucoup trop de joueurs sous contrat de l'ancien régime, des joueurs qui ont fait les beaux jours de Toronto, bien évidemment, mais qui sont peut-être plus au même niveau maintenant. On parle de Michael Bradley, on a ici parlé, on a parlé de Michael Bradley, on a plusieurs joueurs, Zavaleta, Justin Morrow. Est-ce que pour toi, Mathias, en premier, est-ce que tu penses que c'est un dilemme où c'est quand même difficile de reconstruire, de recommencer à zéro quand tu as autant de joueurs de l'ancien régime? Non, parce que je pense que le jeu qu'Armas peut et a montré qu'il voulait développer à New York peut ressembler à celui que Vanney développait à Toronto. Donc, dans l'absolu, non. Par contre, je différencierais deux sortes de joueurs de l'ancien régime. Tu as ceux qui apportent un plus quand ils sont sur le terrain et quand ils n'y sont pas, peuvent être remplacés. Par exemple, Altidore, c'est mieux quand il est là, mais quand on voit ce qu'Akinola a fait, et peut-être que Toronto chercherait aussi un attaquant, si jamais il est absent, il faut qu'il puisse être remplacé. Par contre, il y en a d'autres qui soit n'apportent plus de plus sur le terrain, soit ne peuvent pas être remplacés. Et je pense à Bradley. Est-ce que Bradley avance encore? Qu'est-ce qu'on fait avec Bradley? Parce que si Bradley avance plus,
faut trouver une solution. Et là, c'est pas son aura, son statut d'ancien international américain, de joueur qui a quand même eu une grande carrière, qui a été bon à Rome et tout. Là, s'il avance plus et que ça doit être le poumon du jeu de Toronto, ben, il va falloir prendre une décision par rapport à lui. Et c'est pas une question de régime. Je pense que c'est peut-être quelque chose qui peut être vu individuellement aussi. Ben, il y a quand même des trucs à l'interne. Je veux dire, si tu demandes à beaucoup de gens à Toronto, est-ce que quelqu'un comme Liam Fraser peut être un remplaçant à quelqu'un comme Michael Bradley? C'est sûr que c'est pas la même pointure, là, on s'entend. Mais tu sais, si tu veux y aller avec les jeunes, ce que Chris Armas peut faire, il y a du. Tu as des options, à part peut-être en défense, mais je veux dire, dans les milieux de terrain, tu as un Liam Fraser. À l'attaque, tu as un Jordan Perruzza qui a déchiré la USL quand il jouait avec TFC2. Les entourer, ces jeunes. Pardon? Il faut les entourer, ces jeunes. Oui, tout à fait. Avec des jeunes, si tu enlèves Bradley, si tu enlèves Altidore, si tu enlèves Moreau, si tu enlèves machin, il te restera quoi? Il te restera pas Zuelo et Westberg et Mavinga? Exactement. Ben, elle est là la question. Et en plus de ça, je vais être fatigant avec ça, mais il faut penser à la réalité COVID. Est-ce que tous ces joueurs vétérans-là vont vouloir nécessairement s'expatrier, de se rendre, peu importe, là, on ne le sait pas encore si c'est la Floride ou si c'est le Jersey ou c'est peu importe. Est-ce que c'est quelque chose qui va les intéresser? Est-ce qu'ils vont demander un échange? Est-ce qu'ils vont demander à juste partir? Ça aussi, c'est une autre question à laquelle j'ai malheureusement pas la réponse. Effectivement, on avait mentionné ici sur Culture Soccer la venue imminente d'un attaquant du côté de Toronto FC. On avait mentionné comme quoi il y avait plusieurs pourparlers pour un attaquant. Puis dernièrement, il y a eu des rumeurs qui se sont confirmées avec une approche de la part de Toronto FC pour un joueur comme Rafael Santos Borré de River Plate. Est-ce que tu trouves, Tristan, que c'est surprenant? Sachant que le club a quand même plusieurs attaquants dans son effectif maintenant. On a parlé d'Akinola un peu plus tôt, on a parlé d'Altidor qui est encore là. Ce pas des joueurs qui vont être tranquillement s'asseoir sur le banc pendant toute la saison. Est-ce que ça te surprend de voir encore l'équipe chercher du renfort en tant qu'attaquant de pointe? Ben, ça me fait poser la question si TFC essaie de chercher un attaquant, est-ce que ça veut dire que Josie cherche à aller ailleurs? Bon, est-ce que je ne connais pas trop l'attaquant duquel tu parles, pour être honnête. Mais après, c'est la première pensée qui me vient en tête. Est-ce que Josie, parce qu'on l'a vu à Montréal beaucoup, là, il y a des joueurs que ça ne le tentait pas. Là. Saphir Taider est parti en milieu de saison parce que vivre à Jersey dans un hôtel à côté du Red Bull Arena, c'était pas super glam. Donc, peut-être. Après, moi, je ne sais pas. S'il y a des joueurs qui ne veulent pas, jouer avec cette réalité-là, tu vas en chercher d'autres que eux sont intéressés au projet. Ouais. Je serais tenté à aller avec la personne qui est intéressée au projet. Après, est-ce que c'est le même calibre qu'un Josie Altidore? Mais tu as quand même un Ayo Akinola qui est là puis qui attend son opportunité d'être le premier striker. Ouais, donc, mais si tu amènes Rafael Santos Borré, tu l'amènes en tant que DP. Hein? Tu l'amènes de River Plate en tant que DP. C'est pas pour le mettre sur le banc. Donc, en tout cas, à mon avis, je sais pas ce que tu en penses, toi, Mathias. Ben, c'est compliqué, ouais, c'est ça, c'est que bon, tu as ce nom-là et après tu as la recherche d'un attaquant. Moi, la première chose qui m'est passée par l'esprit, c'est que Toronto a été refroidi aussi par les blessures parce que il y a toute une période où quand Altidore ne jouait pas, Toronto jouait bien mais marquait pas de but et perdait beaucoup de points inutilement. Puis après, il y a eu la grosse blessure d'Akinola la saison dernière. Donc, tu sens qu'il y a une crainte et se dire, ouais, mais si on se retrouve le bec dans l'eau et que finalement, en plus, c'est la première saison d'un entraîneur, donc il fait du pas pire travail, mais que les résultats sont pas là juste parce qu'il y a une pièce dans l'échiquier qui manque, une pièce très importante. Donc, tu as l'impression qu'ils ont aussi une certaine crainte que ça se reproduise. Si ces rumeurs sont fondées, évidemment, ce qu'on ne sait pas. Ouais, ce qu'on ne sait pas, effectivement. Donc, pour toi, Mathias, qui seront les fers de lance du projet Chris Armas? Si jamais maintenant tu regardes l'effectif qu'il y a,
Pour toi, c'est qui les joueurs sur lesquels il va construire de nouveau son nouveau cycle? Donc, je ne sais pas si tu as des joueurs en tête ou si tu as quelqu'un qui tu penses à part. Il y en a un qui sort clairement du lot, c'est Pozuelo. Je pense que oui. c'est plus qu'évident, c'est le maître à jouer, probablement le meilleur joueur de MLS. Donc, c'est clair qu'il va bâtir autour de lui. Après, dans on va dire plus l'idée, la mentalité et l'évolution du club, je pense qu'un joueur qui peut devenir important, c'est Richie Laryea, qui a beaucoup grandi à Toronto l'année dernière et qui pourrait justement représenter ce changement de cycle dont tu as parlé tout à l'heure, Adi. Et pour moi, il y a encore une pièce manquante qui va être un nouveau joueur qui va arriver, peut-être sur le flanc gauche pour apporter plus de percussion parce que c'est quelque chose qui a beaucoup manqué la saison dernière. Et donc, je pense que c'est ça, c'est un maître à jouer, quelqu'un qui représente le nouveau cycle, mais qui était déjà là depuis longtemps, donc un jeune déjà confirmé et peut-être un nouveau visage aussi. Ouais, je peux pas vraiment dire plus que ça, là, à part peut-être, je sais pas, moi je regarde Omar Gonzalez puis je me dis, je serais pas surpris de le voir retentir à LA à un moment donné. Donc peut-être un peu de renfort en défense centrale aussi. C'est possible, c'est possible. Après, il y a Chris Mavinga aussi qui est quand même très bon aussi, qui pourrait aussi faire partie de ce renouveau-là. Donc, voilà pour Toronto. On va voir ce que ça va donner sous Chris Armas. On va passer à un autre club, un autre énorme club et qui a connu des gros déboires l'année passée avec, et c'est pas un jeu de mots, un gros déboire avec De Boer. C'est l'Atlanta United qui a annoncé son nouvel entraîneur, Gabriel Heinze. Très sincèrement, Atlanta United, pour moi, j'ai jamais été fan. Par contre, Gabriel Heinze, ça me met des petites étoiles dans les yeux. Donc, j'aimerais avoir ton avis, Tristan. Gabriel Heinze, est-ce que le style de jeu un peu à la Marcelo Bielsa que Gabriel Heinze a, très offensif, est-ce que c'est adapté à la MLS selon toi? Ou bien est-ce qu'on va voir un autre flop du côté d'Atlanta? Moi, j'ai jamais compris pourquoi Atlanta, après Tata Martino, sont allés vers un entraîneur européen. J'aimais la vibe à Atlanta. C'est une ville qui est très vibrante. C'est une ville qui est très... il y a beaucoup d'énergie à Atlanta. Et le style de Tata Martino, je trouvais, se prêtait énormément bien, super bien à la ville. OK, oui, on peut peut-être se faire prendre 4 buts, mais on va en mettre 5. Je trouve que Heinz, ça donne quelque chose qui me rappelle un peu cette vibe-là de Tata Martino. Peut-être pas exactement, mais tu sais, ça fait plus Atlanta, à mon avis, que ce que De Boer apportait. Après, c'est un entraîneur qui a pas autant d'expérience que Tata Martino. On va pas quand même pas se mentir. C'est sûr. Et ils ont perdu un peu de leur poids. Mais il y a aussi, tu sais, Atlanta, faut se dire aussi, c'est beaucoup hors terrain aussi. Il y a beaucoup, tu sais, l'ambiance que le Mercedes-Benz Stadium avait, à mon avis, apportait aussi énormément. Et je trouve qu'ils ont, dans les derniers mois, ont vraiment su ramener ça aussi. Le maillot qui est sorti était vraiment lié à Black Culture, que je pense que c'est un slam dunk pour vrai pour la ville d'Atlanta, de vraiment se lier à ça. Et là, on a le retour de Joseph Martinez. On a une équipe qui se cherchait et qui, sous quelqu'un comme ça, j'espère ou j'ose croire qu'ils vont se retrouver. On peut penser à Almeida aussi, qui est déjà en MLS, donc il y a incomparable. Si tu dis est-ce que c'est adapté ou non, mais attention, Heinze c'est offensif, mais il assure ses arrières. C'est ça, contrairement à Almeida. Je voulais te le dire, mais bon. Et aussi, c'est offensif, mais c'est un offensif où on ne met pas 11 joueurs dans le but. C'est offensif, mais c'est une équipe quand on regarde ce qu'ils faisaient en Argentine, qui construisait loin du but adverse. Et qui passait beaucoup par l'axe, alors que d'habitude, les équipes offensives en MLS qui ont souvent réussi, c'est des équipes qui passent par les côtés, qui centrent et tout. Ça me fait penser un petit peu au LFC d'il y a 2 ans, sauf que le LFC d'il y a 2 ans, c'était par à coup. On donnait, et puis tout d'un coup, il y avait une accélération, une passe qui pétait une défense, tandis que Heinze, en Argentine, ce qu'on voit qu'il fait,
ça construit normalement, et puis tout d'un coup, boum, ça passe. C'est complètement nouveau pour la MLS, c'est quelque chose d'assez rare. Donc, c'est une façon de jouer qui va être neuve. Est-ce que ça va marcher ou pas? Honnêtement, on ne peut pas y répondre, mais ça va apporter un plus tactique, ça va apporter un nouveau regard. Et ça, c'est intéressant parce que de toute façon, ça va enrichir la MLS. Il faut espérer évidemment qu'il ait les joueurs pour développer ce jeu-là, ce qui est très loin d'être gagné. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, c'est très drôle parce que j'espère qu'on va voir un peu ce qu'on voyait avec à Bielsa où il t'expliquait tactiquement dans les conférences de presse c'est quoi qui se passe et comment il réfléchit, ainsi de suite. Où il y a le fameux, par exemple, tu as 2 attaquants, je mets 3 défenseurs centraux et ainsi de suite, où je change. Si jamais il y a un seul attaquant, je mets 2 défenseurs centraux, mes latéraux sont extrêmement offensifs. Bref, c'est quand même assez intéressant de voir ce genre d'entraîneur-là. Est-ce que, Mathias, tu vois en lui un avenir en Heinze, en Gabriel Heinze? Est-ce que tu vois un avenir à la Schelotto, alors en MLS? Est-ce que tu vois Almeida où c'est plutôt moyen? Ou est-ce que tu vois un avenir à la Martino où il a atteint les sommets? Comme je viens de le dire juste avant, c'est difficile parce que c'est trop nouveau, premièrement. Et deuxièmement aussi, c'est que ça va dépendre des joueurs qu'il aura à sa disposition. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'a pas forcément justement les joueurs dont il a besoin. Le jeu au Vélez Sarsfield, il était incarné par Mathias Vargas. Ceux qui suivent la Liga le connaissent. Il joue à l'Espagnol Barcelone aujourd'hui. Ouais. Et ça, il n'en a pas à Atlanta. À moins qu'il fasse reculer Lisandro Lopez dans le jeu. Je ne sais pas s'il en est s'il en est capable à son âge. Et je ne suis pas sûr que ce soit le fait. Donc, je pense qu'il manque pour le moment un élément très, très, très important à Atlanta pour que Heinze puisse réussir. Et l'autre chose aussi, c'est la gestion physique. Parce qu'à Vélez Sarsfield, c'était un rouleau compresseur qui montait en régime. Mais à la fin des matchs, ça tirait pas mal la langue. Donc, dans les conditions qu'on connaît, ça aussi, ça risque d'être une clé, ça risque d'être quelque chose à gérer d'important. En plus, avec une saison, on ne sait pas quand ça commence, quand ça finit, quand il va y avoir des pauses, comment ça va se passer. Donc, il faudra que son préparateur physique fasse un excellent boulot et que son préparateur physique regarde ce qu'il faisait en Argentine, notre ami Heinze, et les difficultés que ses joueurs avaient pour pouvoir les compenser. Ouais, je suis d'accord avec Mathias. Il y a des signatures que je suis assez curieux. Lisandro Lopez, ça va être intéressant à voir. Il y a Santiago Sosa qui arrive de River Plate qui va être intéressant aussi, qui remplace l'autre dont j'oublie le nom qui est parti à San Jose. Eric Remedi. Voilà. Matchup Chol aussi, je suis assez curieux de voir qu'est-ce que ça va donner. Il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était un des meilleurs joueurs universitaires à Wake Forest. Qu'est-ce que ça va donner en MLS? C'est curieux. C'est curieux. C'est pas le Atlanta qu'on a connu. Mais puis Joseph Martinez qui revient, je pense que ça va faire du bien à la MLS de revoir un de ces... c'est un instant classic. Là. Il va devenir un des meilleurs joueurs de l'histoire de la MLS. Donc, ça va faire du bien de le revoir. Ça va faire du bien de voir un peu de flair à Atlanta. Ouais, c'est sûr. En plus, c'est un des meilleurs joueurs de la MLS, Joseph Martinez. Écoute, on va pas aller par 4 chemins. C'est c'est quand même devenu une icône en si peu de temps, un joueur qui a battu des records, qui a été extrêmement bon. Est-ce que, avec Heinze, avec le retour de Joseph Martinez, Tristan, est-ce que tu crois qu'on va enfin voir, je vais l'appeler l'éclosion au haut niveau de Barco, parce que Barco a été acheté à coups de millions. Il n'a jamais vraiment explosé en MLS. Bon, il a eu quelques petits matchs où il a été très, très bon, mais ça n'a jamais été le joueur extrêmement dominant, en sachant que ça n'a pas été le Carlos Vela ou le Miguel Almiron. Est-ce que tu penses que Heinze, ça va l'aider? Et est-ce que tu penses aussi, en même temps, on va parler de Jürgen Damm, le fameux qui, dans le temps, était supposé être la nouvelle superstar mexicaine, qui maintenant, à 28 ans, malheureusement, il n'a jamais vraiment pu atteindre ce potentiel. Est-ce que tu penses qu'avoir un entraîneur comme Heinze peut sublimer ces 2 joueurs-là et d'autres? Dans un premier temps, c'est vraiment mon souhait là, que Barco, ça soit son coming of age, que ça soit sa saison où vraiment il explose. Je pense qu'il est dans des meilleures conditions pour faire ça. Surtout là, avec le retour de Joseph Martinez. Je l'espère vraiment. Et pour ce qui est de Jürgen Damm, j'avais vu que le contrat qu'il a signé, ou du moins l'esprit qu'il va avoir cette saison, c'est plus sous un rôle de mentor
que de la grosse star que jamais. Puis peut-être que ça va lui enlever un peu de pression. Et si ça fonctionne, c'est tant mieux pour Atlanta, personnellement. Martinez, t'en parlais, il va quand même devoir s'adapter aussi à Hines. Je pense qu'il en est capable, mais Hines, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, avec du jeu où tout le monde est devant le but, il faut un renard de surface ou quelqu'un qui est bon de la tête comme Martinez, malgré sa taille. Donc, il faudrait qu'il arrive à avoir un petit peu du jeu de rupture, à partir seul devant le gardien adverse et aussi à tenir physiquement. Et ça va pas être aussi simple que ça, malgré son tour, mais je pense qu'il en est capable. Barco, je crois que si Hines parvient à lui donner des tâches précises pour qu'il ne s'éparpille pas, c'est sa chance. Et c'est une chance qu'il ne doit pas laisser passer. S'il lui dit tu dois faire ça, ça, ça et ça, un petit peu comme évidemment c'était pas une déception très 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 loin de là, mais il a changé de registre pour les supporters montréalais. C'est Safir Taider. Quand Thierry Henry est arrivé, il l'a vraiment canalisé, il l'a mis vraiment sur des tâches beaucoup plus précises que ce qu'il faisait avant, et ça a un petit peu changé le joueur, et son apport était différent mais était très intéressant aussi. Là, c'est ce que Hines, je pense, doit faire avec Barco, sauf qu'au lieu d'en faire un joueur différent, il faut qu'il passe d'anonyme à joueur important. Quant à Dame, c'est pas son potentiel qui compte pour le moment, c'est juste le fait de devenir un des très bons alliés en MLS et d'apporter une valeur ajoutée à cette équipe-là. Et qu'il ne soit pas justement au centre de l'attention, mais qu'il y ait quelqu'un déjà dans l'axe à cause du jeu d'Hines et aussi quelqu'un de l'autre côté, comme il avait Irving Lozano quand il était au Mexique, pour faire qu'il n'y ait pas juste lui, parce que c'est clair que la pression, visiblement, il aime ça autant que notre ami Bojan Kirkic. Ouais, écoute, Tristan, est-ce que tu penses que si jamais tu as à choisir un seul joueur, un type de profil dont tu as besoin maintenant à Atlanta United, un seul joueur, un profil spécifique, pas spécifiquement un nom de joueur, mais un profil. C'est quel profil tu penses qui manque du côté de Atlanta? Mathias a répondu un peu à la question un peu plus tôt, mais je te laisserai aussi développer si tu veux, Mathias, après coup. Mais Tristan, qu'est-ce que tu en penses? Qui serait le joueur manquant, le chaînon manquant de cette équipe-là pour Gabriel Heinze? C'est une bonne question. Peut-être quelqu'un au milieu de terrain, mais ça va dépendre beaucoup de ce que Miles Robinson va être capable de faire parce qu'il y a vraiment un creux de vague. Il a été blessé l'année passée. Hein? Si Miles Robinson ne revient pas, moi, je rajouterais quelqu'un de vraiment solide défensivement en défense centrale. Après, c'est ça. Moi, je reste avec le profil Mathias Vargas qui était très important avec les Sarsfield, puis qui faisait le jeu et ce que tu expliquais en début d'émission a dit le jeu offensif de cette équipe. Il n'a pas de Heinz, donc il a besoin d'un joueur comme ça. Donc, un meneur de jeu, en fait, si je comprends bien. Donc, un métronome au milieu de terrain qui va vraiment un peu être la plaque tournante de l'effectif et du système de jeu de Heinze. Effectivement, je pense que c'est une bonne chose, mais je pense aussi qu'il faut un défenseur central. On sait que Meza est parti. Et il y a des rumeurs qui annoncent plusieurs remplaçants à ce défenseur central-là. Donc, on verra si jamais ça va se concrétiser ou non, sachant que des fois, Heinze joue avec 3 défenseurs centraux, donc il va en avoir besoin d'un à un moment donné. Passons finalement à DC United. Je pense que DC United, c'est vraiment, ça a fait un gros pchit l'année passée avec une équipe qui n'a pas fait grand-chose. L'année passée? Oui, parce que l'année d'avant, c'était où ils avaient fait enfin leur fameuse remontée avec Rooney et Acosta. Donc, il y avait eu quelque chose qu'on pensait qui était un peu logique, mais l'année passée, c'est retombé dans ses travers et encore pire. Hein, une des pires équipes de la MLS, si ce n'est la pire, non, une des pires, parce qu'il y a pire que. Ils ont annoncé leur nouvel entraîneur, Hernan Losada. Déjà, en premier, Mathias, DC United sans Ben Olsen, c'est rafraîchissant, non? Ah oui, oui. Et je rajouterais quelque chose. Ben Olsen, je pense que ceux qui écoutent Coup Franc savent ce que j'en pense. Je pense que c'est un entraîneur qui était MLS. La MLS évolue.
La MLS évolue et il y a des profils de joueurs qu'on ne voit plus en MLS et il y a des profils d'entraîneurs, désolé, on ne voit plus non je peux plus. être méchant avec Ben Olsen, mais qu'on ne voit plus et qui n'ont plus leur place parce qu'ils n'ont plus le niveau pour être en MLS. Et pour moi, ça fait longtemps que Ben Olsen faisait partie de ces entraîneurs-là. Et donc, il fallait passer à autre chose du côté de DC United. Et en plus, point de vue spectacle, ça va faire du bien parce que honnêtement, il n'y avait rien à voir avec Ben Olsen. C'était bon, on essaye, puis on verra bien ce que ça donne. Hernan Losada, il était au Beerschot en Belgique, en tête du championnat à un moment donné, avec la meilleure attaque et la pire défense. Donc, c'est quand même assez exceptionnel qu'une équipe ait la meilleure attaque et la pire défense du championnat. Donc, ça en dit long sur le spectacle qu'on est en droit d'attendre du côté de DC United. Et c'est clair que ça va changer, ça aussi. Je suis content d'avoir passé après Mathias parce que je connaissais pas grand-chose. En fait, je veux pas m'improviser connaisseur de la Ligue belge, mais ce que j'ai entendu de lui, par contre, c'est que si je me trompe pas, il l'avait dit à Extra Time qu'il avait le plus petit budget de la D1 belge, ce qui est intéressant. Côté pire défense, je pense que DC sont assez solides pour être une des pires défenses. C'est vraiment pas. Je veux dire, c'était pas solide. On disait qu'il aime jouer en 3-5-2. Il l'avait dit à Extra Time qu'il est du genre à s'adapter à l'équipe qu'il a sous la main. Donc là, il va avoir de la solide adaptation à faire à DC parce que je vois pas 3 arrières centraux qui sont capables de jouer ensemble à DC, sincèrement. Je pense que. Ouais, ça va être assez compliqué. Ouais, ça va être assez compliqué. Là, on est quasiment en mars, puis il n'y a pas de nouvelles arrivées. Là, il y a Michael DeShields qui est arrivé de New England Revolution 2. Ouais, là? Ouais, pas grand-chose. C'est pas. Bon, après, j'espère qu'il va avoir la moitié des chances que Ben Olsen a eu. Là. Parce que Ben Olsen, là, ça fait quoi? Là, 4 C'est beaucoup la moitié. là, C'est beaucoup déjà. Se remettre à porte. C'est ridicule. Donc, moi, je trouve ça le fun. Il y a un peu de flair à son arrivée. Est-ce qu'il va être capable de faire un peu d'ordre dans cette équipe qui semble avoir ses meilleurs joueurs tous dans les mêmes positions? C'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il va faire avec Edison Flores? Ça va être vraiment intéressant de voir. Est-ce que moi, je continue à dire qu'Ola Kamara, c'est un des bons attaquants dans cette ligue-là, mais ça fait longtemps qu'il ne l'a pas prouvé. Donc, est-ce qu'il va être capable de vraiment être capable d'aller chercher le meilleur de quelqu'un comme Ola Kamara? Je l'espère. Ça, c'est un autre style de projet qui va prendre du temps. Mais moi, entendre que quelqu'un comme lui a été capable de faire ce qu'il a été capable de faire en Belgique avec un budget très, très modeste, moi, je trouve ça vraiment encourageant, surtout en MLS. Oui, effectivement. Il ne faut pas oublier aussi, pour rajouter au point du sujet, c'est que le Beerschot joue en deuxième division belge et qu'il a été chercher aussi des joueurs qui, notamment Holzhauser, qui est une des révélations cette saison, qui joue en D2, donc il a pu observer et il a pu déceler, et ça c'est un des avantages quand il n'y a pas de trop grosse différence entre la division immédiatement inférieure et la division supérieure, quand il y a de la promotion-relégation, c'est qu'un club qui monte peut déceler des joueurs qui seront capables eux aussi de faire le pas et qui viennent d'autres clubs. Et c'est ça une des forces que Losada a eu. Et donc, ça, évidemment, on va voir comment il pourra le faire avec la MLS. Mais ça a permis aussi au Beerschot d'être compétitif assez rapidement en D1 après sa promotion. Je suis content que tu as dit Beerschot plusieurs fois parce que je ne savais pas comment le prononcer. Donc, merci, Mathias. Par contre, je veux juste un peu parler de Losada un peu rapidement, juste donner un peu des infos à nos auditeurs ou nos téléspectateurs. Losada, c'est quelqu'un qui avait quand même une très bonne fiche. Il a réussi à promouvoir, à donner une promotion au Beerschot en première division. Quand même une belle fiche de 20 victoires, 6 matchs nuls, 9 défaites avant une mauvaise passe où il a eu 5 défaites et 2 matchs nuls dans les 7 derniers matchs. Donc, je pense que c'est quand même une bonne nomination, comme tu l'as dit un peu plus tôt, Mathias. Parlons un peu d'effectifs. Tristan a mentionné un peu
Tristan a mentionné un peu le fait que l'effectif avait plusieurs joueurs un peu du même style. Est-ce que tu penses, Tristan, qu'il peut leur redonner confiance un peu ou est-ce que tu penses qu'en fait, c'est un peu plus compliqué de ce point de vue-là? Il faut un peu recruter un peu d'autres joueurs de différents profils pour trouver quelque chose d'un peu plus logique ou je sais pas, je vais avoir ton avis là-dessus sur l'effectif. Est-ce que tu penses que Losada a besoin pour cet effectif-là? Est-ce qu'il manque certaines pièces ou trop de pièces? Ouais, c'est certain, mais je veux dire, on est dans une réalité où c'est plus difficile d'aller chercher des joueurs. Faut pas se mentir. C'est pas certain. ça, Olivier Renard. Ouais, faut pas dire ouais, non. Mais Olivier, d'après moi, il y a pensé, mais il n'y avait pas le choix. Mais il y a aussi ça, tu sais, si Losada avait été là pendant la saison 2020, peut-être qu'on aurait vu un gros recrutement aussi. C'est ce qui me fait peut-être penser aussi à ça parce que j'ai un peu cette impression-là que DC va peut-être faire un style de recrutement à la CF Montréal pour l'année d'après. Gros recrutement avec des joueurs que l'Osada va avoir ciblés pendant l'année. Peut-être des joueurs qu'il connaît de la Belgique, peut-être des joueurs qu'il connaît de l'Argentine. Peut-être, s'il finit par faire ce qu'on souhaite depuis des lunes, d'aller fouiner un peu en D2, en USL, pour trouver des joueurs qui ont de l'allure pour monter, qu'on voit presque jamais. On en a vu un peu. On a vu Pasher monter à Houston cette année. Ouais. Mais si c'est ça, tant mieux. Ou Chang au Real Salt Lake aussi, qui a été très bon aussi. Hein. Ouais, mais exactement. Comme je dis, j'ai l'impression que ça va prendre du temps. Il va falloir. Lui, il va remodeler ça au complet. Donc, est-ce que ça. D'après moi, ça va avoir l'air bizarre pour les 2 premiers mois, 3 premiers mois. Puis après ça, tranquillement, est-ce qu'ils vont utiliser le marché des transferts estival pour vraiment aller chercher des joueurs? Parce qu'on n'en a pas vu énormément. Là. On n'a pas vu beaucoup d'entrées. On n'a pas vu d'arrivées énormément. Donc, j'ai l'impression que c'est ça. Ils vont prendre le temps de. Est-ce qu'on va voir des joueurs jouer hors position? J'ai vraiment cette impression-là là, parce qu'il y a trop de joueurs en même position. Ça va avoir l'air bizarre au début. Moi, j'ai cette impression-là. Je rajouterais quelque chose à ce que tu as dit, Tristan, et je ne sais pas si vous connaissez mieux la situation que moi à DC United, mais on l'a connu à Montréal il y a un an quand Thierry Henry et Olivier Renard sont arrivés. C'est les joueurs qui sont sous contrat, donc tu ne peux pas te départir ou c'est très difficile. Donc peut-être que ça aussi, ils sont pensés avec ça du côté de DC United. Donc la comparaison que tu fais, Tristan, avec Montréal, a plusieurs raisons d'être en fait qui sont intéressantes. Donc on va voir. Et je pense aussi que la pandémie, qui n'était pas attendue l'année dernière du côté de Montréal, mais qui est maintenant le cas, et DC United aussi, ça fait réfléchir sur la manière de gérer l'effectif. Est-ce qu'on laisse à Losada finalement le temps d'évaluer son effectif en se disant bon, cette année, de toute façon, tout le monde sait que ça va être une saison de transition. Est-ce qu'on essaye quelque chose? Est-ce qu'on va chercher des joueurs sans savoir exactement ce qu'on a besoin? Ou est-ce qu'on attend justement le mercato de mi-saison pour commencer à travailler et on lui donne l'occasion d'évaluer entre guillemets en temps réel dans des conditions d'un match et compétition qui ne seront pas les bonnes? Je pense que finalement, s'ils peuvent se montrer patients, autant être patients, mais je pense que ce qui serait important aussi, c'est de le dire à tout le monde et de dire qu'il faudra être patient et nous, on va l'être. On va être les premiers, le club, à être patient et que tout ce qui est bon, ça va être du bénéfice. Et on a ouvert une nouvelle ère, vous allez voir, après avoir investi dans le béton et un nouveau stade, maintenant, on investit dans notre équipe. Et vous avez attendu pour votre nouveau stade, vous n'en faites pas, vous ne attendrez pas autant pour avoir une équipe compétitive. Exactement, je pense effectivement que c'est une année de transition, ça va être difficile avec tous les contrats en place et ainsi de suite. Mais qui sait, peut-être que Losada va pouvoir ramener un ou deux joueurs de seconde division belge et qui vont venir nous surprendre. Hein. C'est très possible. C'est quand même cool d'avoir un entraîneur qui arrive et qui a une connaissance, peut-être une ligue inférieure d'un pays européen, parce que je trouve qu'il y a toujours des petites pépites dans ces ligues-là qui sont plus vraiment attirées par
qui n'attirent plus malheureusement la première division parce qu'ils ont 25, 26, 27, 28 ans, mais qui pourraient venir et essayer un peu un challenge un peu plus exotique. Après, oui, il y a la réalité covidienne malheureusement, mais ça, c'est une autre paire de manches. Est-ce que vous pensez, je te laisse Mathias rebondir là-dessus, est-ce que tu penses que la perte de l'international américain Paul Arriola, qui est en prêt à Swansea jusqu'en juin, est-ce que c'est vraiment catastrophique ou tu penses que non, DC pourra survivre? Parce que pour moi, vraiment le dynamo de cette équipe-là, ben, c'était vraiment Paul Arriola. Et on l'a vu l'année passée, il était blessé une grande majeure partie de la saison. Puis ça n'a vraiment pas été pour DC. C'était pas la seule raison, mais c'est quand même une grosse raison. Est-ce que tu penses que ça va être difficile pour DC sans Arriola? Tout est à reconstruire du côté de DC United. De toute façon, c'est un chantier tellement grand. En fait, je pense que c'est plus Arriola qui a des soucis à se faire parce que si notre ami Losada trouve une solution et trouve quelque chose qui marche bien sans lui, quand il va arriver, il n'y aura peut-être pas de place pour lui. Lui, il ne va pas attendre après Arriola pour commencer à travailler. Hein, donc, Arriola ou pas Arriola, lui, c'est du nouveau et il construit. Puis, on ne sait jamais. Moi, je suis pas inquiet pour l'équipe parce que de nouveau, on part de tellement loin. Je voudrais rajouter quelque chose à ce que tu as dit, Ali, tout à l'heure par rapport au profil aussi de l'entraîneur. C'est qu'il était demandeur pour venir en MLS. Je trouve ça très intéressant, moi. En fait, ce qui s'est passé, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est qu'il est ami avec Jelle Van Damme et il est venu le voir quand il était au LA Galaxy et il a trouvé ça vraiment génial. Il a fait, c'est vraiment un championnat dans lequel je voudrais entraîner. Il y a quelque chose qui me plaît là. Beau. Et par rapport à ce qu'était la MLS réellement, un, pas par rapport à la réputation, ou deux, pas par rapport à certains joueurs, tiens, je suis en fin de carrière, où on peut faire de l'argent ici ou quoi, c'est vraiment quelque chose qui l'a intéressé. Et donc, dès qu'il a su qu'il y avait une place à DC United, il était candidat et il voulait venir. Donc, ça, c'est quelque chose de bien. Et la deuxième chose qu'on ne sait pas de Losada ici, clairement, c'est que c'est quelqu'un qui s'adapte extrêmement vite. Moi, je me souviens quand j'ai vu ses premières interviews en néerlandais, c'est un type qui vient d'Argentine, qui est en Argentine, puis il est arrivé au Beerschot comme un Sud-Américain. Il parle parfaitement néerlandais maintenant. Donc, c'est quelqu'un qui s'adapte vite, qui apprend bien. Donc, ça aussi, ça va être un plus aussi pour lui, je pense. Damn, ça me fait un peu, ça me rend un peu jaloux. J'aurais bien aimé quelqu'un comme ça à Montréal. Mais oui, tout à fait. Mais pour revenir à Arriola, le fait que Swansea et DC ont le même propriétaire, ça me fait dire, tu sais, si ben, tout ça est conditionnel au fait de si Swansea réussit la promotion. Je pense qu'il faut se dire ça aussi, là, dans un sens. Après, si Losada le veut, il va revenir, puis il va prendre ça comme une arrivée. Ouais. Au final, c'est ça. Ouais. Je sais pas, j'ai hâte de voir. En tout cas, j'ai comme l'impression que Arriola ne reviendra pas, mais ça, c'est mon point de vue à moi. Là. Mais on verra ce qui va se passer avec Paul Arriola, mais on verra aussi ce qui va se passer avec DC United parce que c'est intéressant. Il va falloir lui donner du temps, comme vous l'avez dit tous les deux, donner du temps à Hernan Losada, à DC pour reconstruire quelque chose de logique du côté de la capitale américaine. Passons. Oui, je voudrais juste rajouter quelque chose parce qu'il y a une des questions que tu as posées en préparant l'émission que je trouverais très intéressante par rapport à la confiance. Du côté de DC United et qui disait qu'il fallait redonner confiance aux joueurs. Et je pense qu'en fait, j'ai encore tapé sur le pauvre Ben Olsen, mais c'est pas grave. Et ce que je voudrais dire, c'est comment avoir moins confiance que sous Ben Olsen. Et il y a une statistique très, très intéressante que je voyais dans Vision du jeu avec ça, c'est le nombre de buts encaissés en début de mi-temps, dans le premier quart d'heure de la première ou dans le premier quart d'heure de la deuxième. Et quand tu voyais cette équipe de DC United jouer aussi, tu avais l'impression que cette équipe-là, ils sortaient du vestiaire avec plein de points d'interrogation autour de la tête et qu'ils avaient l'esprit embrouillé par leur entraîneur et par ce qu'ils se faisaient dire, parce que chaque fois qu'ils remontaient sur le terrain ou qu'ils montaient sur le terrain au début de match, ils avaient l'air complètement perdus. Et je pense que c'est aussi un signe qui fait que Ben Olsen, il n'avait pas le discours qui convenait aux joueurs qu'il avait sous la main. Ouais, effectivement. Ça a l'air de ça. En tout cas, ton opinion de Ben Olsen, je la partage. Je pense que ceux qui écoutent Culture Soccer sont au courant. Je l'ai descendu assez souvent, je pense, sur Culture Soccer. Ou même avant, sur MLS en folie aussi, je le descendais assez souvent. Donc, bref, mon opinion n'a pas changé. Tristan, excuse-moi, je t'ai interrompu. Non, mais c'est ça. Je pense que ça va vraiment faire du bien à des joueurs
qu'on ne reconnaissait plus vraiment. Julian Gressel, Yamil Assad, des joueurs on a vu qu'ils étaient talentueux, qui sont devenus des ombres d'eux-mêmes à DC. J'espère que ça va les mettre un peu en confiance, ça va les faire revenir aux joueurs qu'on a vus avant. Oui, effectivement. Donc, on passe au 6e entraîneur. On est déjà au 6e entraîneur en MLS. Le 6e nouveau entraîneur, c'est Phil Neville. Phil Neville qui a rejoint l'Inter Miami. Grosse surprise. Alors là, Tristan, tu n'as pas le droit de me dire que tu n'es pas surpris. Grosse surprise. Après la nomination de Phil Neville, déjà, il y avait une surprise avec le limogeage de Diego Alonso après juste une seule année. Est-ce qu'on connaît un peu Neville, le joueur, solide et constant, mais pas spécialement très flamboyant en tant que joueur, en tant que latéral gauche? Est-ce qu'on peut dire, du peu qu'on connaît, parce que je sais que tu suis beaucoup le foot féminin comme moi, Tristan, est-ce qu'on peut dire qu'il est égal à lui-même en tant qu'entraîneur, quelqu'un de solide, constant, qui ne va pas venir faire énormément de gestes sur le bord du terrain, mais qui est quand même calme et posé et assez en contrôle de ses émotions? Ouais, mais on ne l'a pas vu en soccer de club encore. Ouais, mais il faut aussi dire, tu sais, il s'est fait dire, mais là, j'ai l'impression que là, c'est là où il va devoir se prouver parce que les emplois qu'il a eus, il les a fait donner. Là. On va pas, tu sais, on va pas. Bon. Celui-là aussi, hein? Ben, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça va donner en soccer de club? Bon, c'est certain qu'il va avoir un peu de lousse parce que David Beckham, son bon ami, c'est le propriétaire. Donc, bon, mais après, est-ce que c'est ça? Stabilité, il arrive déjà avec un club qui a de l'allure. Là, je veux dire, bon, tu as les deux Higuaín dans le club, on a Matuidi, on a, tu sais, puis même dans les joueurs qui ne sont pas de calibre international, on les connaît. Il y a González Pires qui a de l'allure. Moi, j'aime bien Victor Ulloa. Lewis Morgan, qui était mon choix pour recrue ou joueur première année pour les Européens de l'année, qui avait fait très bien. C'est pas mauvais comme équipe. C'était pas une mauvaise première année qu'ils ont eu Miami. Donc, est-ce qu'il peut continuer comme ça? Mathias Pellegrini aussi, que je n'ai pas nommé, mais Rodolfo Pizarro, que je n'ai pas nommé non plus. C'est pas une mauvaise équipe, Miami. Après, est-ce qu'il est capable de... Bon, certains diront qu'il y a eu un bon temps avec l'équipe anglaise. Moi, je dis, je ne sais pas, là, si tu coaches l'équipe anglaise, peu importe masculin ou féminin, tu devrais aspirer aux grands honneurs. En tout cas, c'est pas un mauvais club qu'il y a. Là. Donc, techniquement, à part la transition à faire de soccer international à soccer de club, c'est pas si pire que ça. Là, je veux dire, ça peut être les meilleures infrastructures ou le meilleur du groupe qui va avoir hérité. Moi, honnêtement, je sais pas trop quoi dire. C'est tellement flou, c'est tellement nébuleux cette équipe de Miami. C'est compliqué parce que bon, Tristan, tu dis qu'il a une bonne équipe. Moi, je dirais plutôt qu'il a de bons joueurs, mais il faudra en faire une équipe. Puis en fait, je veux donner deux anecdotes, une par rapport à Miami et une par rapport à Neville, qui traduisent un petit peu le mystère vers lequel on va. L'anecdote de Miami, c'est celle de Diego Alonso que beaucoup de monde connaît, c'est qu'il a eu une des réunions de fin de saison avec la direction du club et que quand il est parti, il pensait qu'il était limogé alors qu'il n'avait pas encore été limogé. Donc ça montre un petit peu que ce club-là a du mal à s'orienter, on va dire ça comme ça, et à communiquer clairement ce qu'il veut. Et c'est un petit peu embêtant. Et l'anecdote de Neville a dit, tu parlais de quelqu'un qui était calme, qui était posé, mais de temps en temps, il va te sortir un truc, tu ne sais pas trop pourquoi. Quand il a été consultant à la télé en Angleterre, je ne sais plus quelle phase il y avait eu, puis il avait dit, nous à l'entraînement, s'il y a un joueur qui fait ça, on le tacle et on essaie de le blesser. Tu vois un type qui est tout calme, qui dit rien et tout, et puis qui se fait reprocher même par les téléspectateurs d'être mou et pas intéressant, et tout d'un coup il va te sortir un truc comme ça qui dit mais il est fou là, il conseille à quelqu'un de blesser quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, c'est qu'on ne sait pas trop dans quelle direction ça va aller, puis on a l'impression que
on tourne la roue et puis on ne sait pas sur quel morceau du flocon on va tomber. Mais donc voilà, à Miami, ce n'est pas des flocons, c'est autre chose. Mais c'est un peu ça. Donc c'est le mystère. C'est de nouveau, c'est du mystère. Et puis moi, j'ai l'impression que Miami, finalement, on recommence. Je ne vais pas dire qu'on recommence à zéro, mais presque. Presque, on recommence à zéro. Mais est-ce que Mathias, tu as l'impression que Beckham, il joue un peu trop sur ses petites amitiés à droite et à gauche au lieu de penser au succès de l'équipe? On a vu par exemple Gonzalo Higuaín avec qui il a joué, Blaise Matuidi avec qui il a joué, et maintenant Phil Neville avec qui il a joué. Est-ce que tu trouves qu'on commence à faire les amis de Beckham au lieu de l'Inter Miami? On a comme l'impression que c'est un club sélect des amis de Beckham. Neville, il est quand même encore en phase d'apprentissage, malgré le passé qu'il a. Puis Beckham aussi, lui aussi, il apprend, puis ça se voit. Puis je pense qu'il faudrait qu'il apprenne un petit peu plus vite certaines choses, mais il est là-dedans. Puis c'est pas un dirigeant de club né, on va dire. Puis il marche un peu par contact, mais marcher par contact, c'est pas parfait. Non, c'est pas gage de succès. Après, si on est pour dire c'est qui les amis de Beckham, on va être le matin. Qui sont ses vrais amis et ceux qui en profitent aussi, parce que quand on est Beckham, on a beaucoup d'amis. Oui, exactement. Mais cette année, j'ai plus l'impression que Beckham a plus les mains sur le volant. J'ai l'impression qu'il est plus impliqué qu'il l'était l'année dernière. Je suis d'accord. Après, la question va être, est-ce que être un propriétaire qui est plus impliqué est gage de succès? C'est pas, je veux dire, aux États-Unis, au Canada, on en a des propriétaires qui sont impliqués dans leurs équipes, puis c'est pas toujours la meilleure chose. Donc, après, c'est ça. Mais je reviens au fait qu'il y a des très bonnes individualités. Il y a des bons individus dans cette équipe-là. Il y a des bons joueurs. Après, ça reste, est-ce que ça va faire une bonne équipe? Moi, je continue à dire que cette équipe-là, si elle est capable de contrôler ses individualités, ils sont bons, là. C'est une équipe, sur papier, c'est une équipe qui peut faire les séries. Oui, effectivement. C'est une bonne équipe aussi. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, avec du côté de l'Inter Miami, on parle de Beckham, oui, qui un peu tire les ficelles derrière, mais on n'oublie pas qu'il y a quand même un directeur sportif assez intéressant avec Chris Henderson qui était à Seattle dans le passé. Et je veux parler un peu de cet effectif-là, en fait. L'effectif, maintenant, on en a parlé, Tristan en a parlé un peu plus tôt. Là, on a quand même eu, oui, il y a les amis de Beckham, mais il y a quand même aussi des joueurs intéressants qui viennent de signer. Je pense au fameux Brésilien Grégor qui vient de signer. C'est d'après les rumeurs, et je l'ai écouté aussi sur Extra Time, Tristan, je sais que tu aimes bien écouter cette émission-là. Grégor, c'était un joueur que Chris Henderson voulait ramener en tant que joueur d'épée. Donc, joueur désigné à Seattle. Maintenant, il parvient à le ramener en tant que joueur TAM. C'est un milieu défensif, extrêmement défensif, en fait, qui arrive là. C'est quand même intéressant parce que tu as quand même quelqu'un qui a gagné. Chris Henderson, c'est quelqu'un qui a gagné avec Seattle, qui a construit une équipe gagnante. Donc, est-ce que vous pensez qu'avec ce genre de joueur-là, Grégor, et avec aussi, on a le défenseur anglais expérimenté, Ryan Shawcross, qui a signé aussi, est-ce que vous pensez que l'effectif est équilibré? Je vais te laisser commencer, Tristan, par rapport à ça. À Seattle, il y a toujours eu des très bons joueurs à caractère défensif. Il y a toujours eu des milieux centraux, des défenseurs centraux qui étaient solides, mais qui n'avaient pas nécessairement toujours le nom qui suivait aussi. Là. Kim Ki-hee, c'était pas le nom le plus flashy au monde. Ryan Shawcross, on est loin d'être flashy. Là. C'est quelqu'un qui joue à Stoke. C'est ça, Grégor aussi. Donc, moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise façon. Surtout quand tu as les étoiles que tu as devant. Bon, c'est pas Messi ou Ronaldo, mais c'est quand même, des joueurs qui sont capables de mettre le ballon dans le filet. Là. Effectivement. Ce que j'aime bien de Shawcross, c'est que justement, on parlait des gros noms, Higuaín, surtout le plus connu des deux, Matuidi. Shawcross, il apporte l'expérience et du vécu, mais différent.
parfois, c'est génial d'avoir évidemment des conseils de grands joueurs qui ont connu le top niveau, mais pour certains joueurs, et en plus des joueurs défensifs, puisque Chokro, c'est un défenseur, avoir aussi des partages d'autres gens d'expérience, ça peut aussi être quelque chose d'intéressant, surtout à Stoke, où ça joue peut-être pas forcément le plus beau jeu du monde, et c'est plus quelque chose qui met le pied, donc ça va apporter aussi une autre vision. Grégor, j'aime beaucoup. Honnêtement, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait du côté de Bayas. C'est un joueur qui est plus jeune, 26 ans, si je ne me trompe pas. Et Bayas, c'était une équipe défensivement, mais extrêmement déséquilibrée. En revanche, ça avait, parce qu'évidemment, je ne suis pas le championnat du Brésil d'assez près pour avoir des grosses certitudes que devant la défense centrale, l'équipe était très bien protégée. Et si lui avait un rôle clé là-dedans, ça va beaucoup aider Miami parce que ça, c'était un très, 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 très gros problème du côté de Miami. En revanche, tu poses la question de l'effectif équilibré. On parle beaucoup d'individualité. Je pense qu'il va falloir arriver à mettre tout ça ensemble. Ça va être une des tâches de Neville. Et deuxièmement, je trouve qu'il c'est encore trop tôt pour parler des effectifs, s'ils sont équilibrés ou pas, parce que bon, la période de transfert est loin d'être finie et il reste quand même encore quasiment 2 mois, en tout cas un gros mois et demi avant le début de la saison. Donc, il peut encore se passer beaucoup de choses dans beaucoup de clubs. Ouais, effectivement, on est très loin d'être proche de la date limite ou quoi que ce soit. Donc, complètement raison. Tous ces effectifs-là peuvent changer vraiment beaucoup. Pour ce qui est de l'Inter Miami, il faudra faire aussi bien, voire mieux que l'année passée. Je pense que c'est l'objectif logique, en tout cas, du côté de Phil Neville. Après, je ne suis pas laissé parler de Phil Neville. Mathias, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose par rapport à Neville. Oui, parce que bon, on parle des entraîneurs, puis là, on a parlé du mystère, et le mystère Neville, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points à avoir d'un côté ou de l'autre. C'est que c'est quand même quelqu'un qui est encore en apprentissage. Malgré tout, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience à partager, je pense, son expérience comme joueur. En plus, c'était des expériences très différentes à Manchester et à Everton. Aussi de l'expérience accumulée dans des staffs. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui a ses diplômes d'entraîneur aussi. Même s'il a reçu ses postes comme cadeau, il a quand même fait aussi les démarches. Comme Tristan le disait tout à l'heure, il y aura la différence entre club et équipe nationale. Mais c'est difficile, et ça on le verra sur le terrain, d'évaluer ses connaissances tactiques. Alors maintenant, est-ce que Miami, dans l'état où est le club en ce moment, doit être sûr de son coup pour engager un entraîneur, ou justement, est-ce que c'est le bon moment pour prendre ce genre de risque, parce qu'il y a quand même un côté risque. Ça, c'est ce qu'on va voir. Mais à mes yeux, je pense qu'en tout cas, pour Neville, c'est le moment de mettre tout ce qu'il a appris à gauche, à droite, en œuvre et en pratique. Et s'il arrive à faire ça, ça va être une de ses 2 grosses tâches. Et la deuxième, on en a déjà parlé, c'est d'arriver à mettre et réunir ensemble toutes les individualités qu'il y a dans l'équipe pour en faire justement une équipe compétitive. Oui, effectivement. Tristan, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose encore sur Neville ou tu es correct? Ça va être la double adaptation, là, s'adapter au soccer de club, mais s'adapter aussi à la réalité de la MLS, qui est une ligue qui est vraiment pas comme les autres. C'est pour ça que j'aime bien aussi le fait que je ne sais pas c'est quoi son titre exactement, directeur technique ou director of football ou whatever, mais qui vient d'une équipe solide de la MLS en les Sounders de Seattle. Donc, je trouve que ça, c'est quand même, c'était une belle pioche de Beckham and Friends. Oui, c'est sûr, Henderson, effectivement. Passons enfin au dernier sujet. Grosse surprise cette semaine avec Thierry Henry qui quitte ses fonctions du côté du CF Montréal, du Club de foot de Montréal. Ce sera dans l'histoire le dernier entraîneur de l'Impact de Montréal, Thierry Henry, bien évidemment. J'aimerais avoir, bon déjà il y a eu plusieurs choses, on va en parler un peu rapidement, mais Mathias, c'est drôle parce que tu portes le t-shirt de Black Lives Matter. Et puis, on sait que Thierry Henry était supposé faire une conférence de presse aussi jeudi pour aussi promouvoir un peu un organisme qui s'appelle 3 Points, je pense, si je me rappelle bien, et pour qui lutte contre tout ce qui est le côté racial par rapport aux Noirs. Donc, bref, est-ce que vous avez été surpris en premier du départ de Thierry Henry, indépendamment des rumeurs qui circulaient dans les dernières semaines, mais aussi du timing du départ de Thierry Henry? Mathias, je te laisse commencer.
Surpris, oui quand même, parce que je pense qu'on peut le regarder de deux angles. Quand on regarde un petit peu ce qui a été expliqué lors de la conférence de presse du club et l'évolution, là c'est pour répondre à la deuxième partie de ta question sur le timing. Non, c'est pas surprenant parce que on voit finalement qu'on a un entraîneur qui voulait pas revivre la même saison que la saison dernière. D'un point de vue humain par rapport à l'éloignement. Et il a attendu finalement jusqu'au moment où il avait la garantie que ça allait se repasser comme ça pendant au moins un certain temps pour dire non, je peux plus. Donc pour le timing, ça c'est pas trop surprenant et malheureusement on pouvait difficilement faire autrement. Et là je vais essayer de rejoindre Olivier Renard en disant ça pourrait être pire, on pourrait se séparer un entraîneur en plein milieu de saison parce qu'on n'est pas content. Maintenant, son départ, je pense que c'est plus mauvais pour lui aussi, dans la mesure où Thierry Henry, il a cette grande force qu'il connaît très très bien le foot en général, c'est une tête de foot et il a pas seulement son passé pour lui, mais il a aussi son bagage. Et il discute avec n'importe qui, que ce soit un dirigeant ou quoi, il va être très, très facile à convaincre par Thierry Henry. Mais malgré tout, il reste le concret, les étapes et tout. Et pour moi, il y a un goût de trop peu. Parce qu'à Montréal, il y avait quelque chose, ils ont mis les fondations et là, il fallait construire là-dessus. Et malheureusement, il n'a pas pu continuer. Alors évidemment, on va commencer avec les médias français qui tapent sur Thierry Henry depuis que. Tout le temps. Ouais, non, quand il était à Monaco en tant que joueur, je parle, ça allait bien. Puis à un moment donné, à la Juventus, je ne sais pas ce qui s'est passé quand il était joueur, mais c'est à partir de ce moment-là, de mes yeux extérieurs, qu'il va à l'étranger de la France, il y a eu un clash. Je sais pas, c'était pas Zidane, c'était pas Platini, alors il n'est pas bon. Je sais pas pourquoi ils ont commencé à pas aimer Henry. Et là, évidemment, à Monaco, les résultats n'étaient pas bons. À Montréal, quand on regarde le classement, quand on regarde le bilan purement chiffré et qu'on ne tient pas compte du tout des circonstances, de l'évolution d'effectifs, de ce qui se passait sur le terrain, le bilan n'est pas bon non plus. Et donc, Thierry Henry, à un moment donné, il va falloir qu'il fasse ses preuves. Et malheureusement pour lui, il avait, je pense, si les conditions avaient été normales à Montréal, les conditions justement pour faire ses preuves. Ça aurait pu marcher, ça aurait pu ne pas marcher. Ça, c'est un autre problème, on ne le sait pas. Mais en tout cas, il pouvait montrer quelque chose. C'était quelque chose qui était construit pour lui, avec lui. Il y avait vraiment une bonne osmose du travail de la direction sportive prise par l'équipe avec Olivier Renard et Thierry Henry ensemble. Et donc, c'était une chance, entre guillemets, autant ne pas la laisser passer. Et en plus, en MLS, il n'y a pas la pression de la relégation, d'avoir des résultats immédiats, d'avoir ci, d'avoir ça. Tu fais les playoffs, mais tu termines 8e, tu termines 4e, tout le monde s'en fout, quoi. Honnêtement, faut dire les choses comme elles sont. Tandis que en Europe, tu termines en place Ligue des Champions, tu termines en Europa League ou juste en dessous, ça peut faire une grosse différence, surtout financièrement. Donc Thierry Henry avait quand même beaucoup de, comme dirait un certain gouvernement du Québec d'il y a 25 ans, de conditions gagnantes dans sa poche ici à Montréal. Et malheureusement, je pense que ça, il ne faut pas oublier que ce n'est pas bon pour lui non plus et qu'il avait quelque chose de bien pour avancer dans sa carrière. Et il n'est pas con. Je pense qu'il devait être conscient de ça aussi. Donc, le choix qu'il a fait, il ne l'a pas fait juste pour partir et qu'il a dû bien y penser. Je ne vais pas rentrer dans la pression médiatique européenne pour des raisons évidentes. Surpris, non. Parce qu'on le sait, là, les trois, on l'a vu. Il n'est jamais surpris depuis le début de l'émission. Il n'est jamais surpris. Il n'aime pas être surpris, Tristan. Non, il s'attend à tout. J'étais surpris que ça soit là. Quand j'ai reçu le communiqué de presse, là, j'étais surpris du timing. Mais je n'étais pas surpris du pourquoi et du comment. Les trois, on a été sur le beat de cette équipe-là. On a vu à quel point mentalement c'était difficile pour Thierry Henry. Thierry Henry qui déjà, en tant qu'entraîneur, relation avec les médias, c'est déjà rugueux. Nébuleux. On l'a vu, on a vu son état mental se détériorer avec le temps. Si vous n'avez pas écouté le balado de TVA Sport, 11 Montréal, où Patrice Bernier disait qu'ils apprenaient les dates des matchs dans la semaine.
Il fallait s'adapter à ça. Ça, c'est... s'il y a une chose que je peux dire, par contre, au marché européen, sur Thierry Henry, premièrement, il y a une saison dans le cas, comparément à quand il était à Monaco. Deuxièmement, il l'a dit un peu dans sa conférence de presse d'après-saison, il n'y a peut-être pas tactiquement, il n'a peut-être pas eu l'évolution qu'il aurait eu s'il avait passé 2-3 ans avec cette équipe-là, comme c'était censé être le plan, là, clairement, là, à entendre Kevin Gilmore, le président du CF Montréal. Mais humainement, il a grandi de façon exponentielle. La relation qu'il a de la relation personnelle avec les joueurs, je crois qu'il a compris qu'un entraîneur, c'était pas qu'un entraîneur. Là. C'était pas que lire des livres, puis écouter Pep Guardiola, puis whatever. C'était aussi s'adapter aux joueurs, s'adapter au mental des joueurs, d'être un peu un psychologue on the side. La gestion humaine, quoi, la gestion humaine. Il l'a eu, là, son adaptation. Là. Ça, il a grandi de façon incroyable. Puis même lui, là, de le dire lui-même, c'est ce qu'il a retenu le plus de cette année. Donc, l'équipe qu'il aura pour la prochaine job, parce qu'il va en avoir une prochaine job, là, que ça soit Bournemouth, que ça soit peu importe, l'équipe va être chanceuse pour cet aspect-là. Ça, il comprend maintenant. Et ça, je dirais pas que c'est inestimable, mais c'est certain que ça l'a fait évoluer énormément en tant qu'entraîneur. Ah, ben c'est sûr, ça l'a fait évoluer. Il a évolué de plusieurs façons, en fait. Là où je veux en venir, moi, c'est pas par rapport à Henry. Moi, Henry, c'est un entraîneur en qui j'ai confiance et je suis vraiment, vraiment, vraiment très triste qu'il s'en aille. C'est plus à l'image d'Henry et à une évolution de carrière parce qu'on ne sait jamais les circonstances qu'il peut y avoir. On ne sait jamais quel club va l'embaucher, pourquoi, pour quelles raisons, et ce qui va échapper à son contrôle, comme il y a eu la pandémie cette fois-ci, comme à Monaco, je pense qu'il s'est fait un petit peu charmer par le club de ses débuts, de sa jeunesse, et qu'on lui a peut-être pas forcément dit exactement dans quoi il s'embarquait, et que ça a quand même pas mal. C'était le bordel là-bas, c'était complètement le bordel. Je suis désolé, mais à Monaco, ça marchait pas. Hein. Voilà, exactement. Et donc, si à un moment donné, ce genre de cas s'accumule, les gens ils vont se dire, ah, bah, finalement, Henry, c'est un grand joueur, c'est pas un grand entraîneur, et il va peut-être passer à côté d'une très grande carrière, ce qui serait vraiment dommage parce que je pense qu'il a du potentiel. Il a ce qu'il faut pour pouvoir devenir un bon entraîneur. J'étais assez sceptique quand il avait été nommé en tant qu'entraîneur-chef de l'Impact de Montréal dans le passé, c'était l'Impact. Mais très sérieusement, je suis quand même aussi déçu de le voir partir. Oui, c'est drôle parce que je regardais un peu, bien évidemment, je suis la presse française, je suis aussi les réseaux sociaux, surtout en France et partout au Québec, mais aussi en France. Et puis, j'ai trouvé des mots très durs de la part de beaucoup d'observateurs ou de beaucoup de fans qui disaient « Oh, ben, on va voir ces statistiques, c'est de la merde. » Oui, mais vous savez dans quelles circonstances il a été? Il a été dans des circonstances extrêmement difficiles cette année à cause de la COVID, avec beaucoup. Il a joué un seul match à domicile en MLS, en saison régulière de MLS, un seul match à domicile. Donc, il faut quand même comprendre que la fiche qu'on voit de Thierry Henry, c'est que des matchs à l'extérieur. Hein, et donc, bref, il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Donc, moi, je trouve que Thierry Henry, en tout cas, la plupart, une très grande majorité des supporters de Montréalais ont quand même été satisfaits de ce qu'ils ont vu de Thierry Henry de manière générale, même si c'est difficile de faire un bilan après une saison aussi bizarroïde que ça avec le contexte pandémique. Qui, pour vous, je commence par Tristan cette fois-ci, qui comme potentiel successeur, on spécule, on s'amuse, je ne suis pas en train de dire, je ne mets pas votre réputation sur la ligne du tout, je suis juste en train de m'amuser en disant qui comme potentiel successeur. C'est drôle parce que Patrick White ici sur Facebook nous a fait une petite blague en disant « Ah ouais, ben, il paraît que Jürgen Klopp est sur le point de quitter Liverpool. Est-ce que vous pensez que ce serait un candidat intéressant pour Montréal? » Bref, Tristan, je te laisse commencer. Qui pour toi le potentiel successeur? Premièrement, moi, je trouve que ça devrait être une embauche à l'interne à cause de la réalité COVID, à cause du fait que tu vas vivre dans une chambre d'hôtel pour l'année, c'est sûr. Après, les entraîneurs qui sont libres, qui
J'ai regardé un peu sur Transfermarkt, je vais l'avouer. Favre, c'est quand même une idée qui a de l'allure. Vieira, c'est celui qui fait le plus de sens. Celui qui est vraiment bold, mais qui a une optique un peu similaire à Thierry Henry, c'est Thiago Motta, qui a presque eu la job à PSG, mais c'est high risk, high reward, là, vraiment. Ouais, pas beaucoup d'expérience en tant qu'entraîneur. Oh, Mathias, tu as d'autres... Je vais pas donner de nom. Je trouve quelque chose d'intéressant avec Olivier Renard, et on le voit avec le recrutement dans l'effectif aussi, c'est que les horizons ont été beaucoup plus élargis. Donc, on sort finalement des habituels recrutements, seuls candidats de recrutement en interne, aux gens qui connaissent la MLS comme Vieira, ou des entraîneurs de MLS qui ont perdu leur boulot il n'y a pas longtemps et qui pourraient retrouver un club. Donc, les candidats, on est dans un sport mondial, dans un marché mondial, et ils peuvent sortir de nulle part. Ouais. Là, je dis totalement n'importe quoi, mais Olivier Renard, dans sa conférence de presse, a dit « Ah, mais quand on regarde des matchs, quand on fait des recrutements, on voit aussi des entraîneurs. » Notre ami Björn Jönsson qui vient d'Ulsan, qui a été en finale de la Ligue des Champions d'Asie, c'est un club qui vient de changer d'entraîneur. Donc, ah tiens, c'est un candidat potentiel aussi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement de candidats potentiels que le nom n'est pas important. Pour moi, ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui veut développer le même genre de jeu que Thierry Henry. Ça, c'est important. Et il faut la même philosophie, mais pas la même philosophie de faire jouer des jeunes et tout, ça, ou les mêmes méthodes, mais surtout de construire de l'arrière, de poser le jeu, d'essayer de passer. En fait, l'effectif a été construit pour jouer d'une certaine façon, et il faudra jouer de cette façon-là. Il faut que c'est un entraîneur qui fait ses preuves de cette façon-là. Et ce que je ne veux pas entendre non plus quand l'entraîneur sera nommé, c'est « Ah oui, mais Thierry Henry, quand il est arrivé, il y avait aussi ces questions-là. » Il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit dans l'état de Thierry Henry quand il est arrivé, mais il faut que ce soit quelqu'un qui soit dans l'état de Thierry Henry quand il est parti. Et qu'il ne faille pas recommencer cette année-là. J'aime bien ce que tu as dit par rapport à la construction de l'effectif. Effectivement, il a été construit avec l'approbation de Thierry Henry, mais c'est Olivier Renard qui tirait les ficelles. Il faut vraiment le préciser. J'ai bien aimé dans une de ses conférences de presse, il avait dit, lors de la recrue, quand on a parlé de Björn Jönsson, il a dit ce n'est pas le style de joueur dont Thierry Henry a besoin dans sa manière de jouer, mais j'en ai parlé avec lui, puis il était d'accord que je devrais ramener ce genre de joueurs-là. J'ai bien aimé parce qu'il a fait comprendre qu'il n'amène pas juste des joueurs très spécifiques à Thierry Henry seulement, mais il amène aussi différents profils pour au cas où Thierry Henry avait besoin de changer de système ou de format ou de façon de jouer, qu'il ait les cartouches nécessaires pour le faire. Et c'était dans cette optique-là que Jönsson venait, d'après ce que j'ai compris, moi, d'Olivier Renard. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et ça m'amène vers ma prochaine question. Mathias, je te laisse commencer cette fois-ci. Est-ce que tu penses que le projet est en danger avec le départ de Thierry Henry? Très sincèrement, je vais te dire quelque chose. J'ai comme l'impression que le projet a besoin d'un nom en tant que coach. Je vais le dire très simplement parce que on l'a vu, tout le projet en tant que tel autour, que ce soit la stratégie marketing, que ce soit tout ce qui a été fait du côté du club de foot de Montréal, Thierry Henry était quand même une figure centrale par rapport à tout ce qui se passe ici. Puis j'ai comme l'impression qu'ils ont besoin de remplacer cette figure centrale par une autre figure centrale. Et je pense que j'ai comme l'impression, même si je privilégie aussi une nomination interne, j'ai comme l'impression qu'on va plus se tourner vers quelque chose d'extérieur avec une certaine envergure internationale. Je ne sais pas ce que tu en penses et j'aimerais que tu me parles un peu plus aussi du projet, le projet Olivier Renard, le projet Club de foot Montréal. Est-ce qu'il est en danger présentement? Je vais te répondre pour l'aspect purement sportif. Le projet, pour moi, n'est pas en danger, mais il vient de se prendre un gros obstacle. Ceux qui regardent l'athlétisme et qui regardent le 3000 mètres steeple, c'est comme si tu viens de trébucher sur la haie juste avant la rivière. Ta course n'est pas en danger, mais là, tu viens de prendre du retard, donc il va falloir accélérer le pas. Et l'identité du futur entraîneur sera très importante. Et je pense que c'est pas forcément un nom qu'il faut, mais c'est quelqu'un d'éprouvé, qui a déjà fait ses preuves. Faut pas oublier que oui, Thierry Henry c'était un nom, mais le côté éprouvé de Thierry Henry, c'est le côté tête de foot, qu'il aime ça, que tu peux parler avec lui de détails de matchs qui ont été joués il y a 15 ans dans le milieu de classement du championnat d'Allemagne, et puis il va peut-être pouvoir t'en parler. Donc il a une connaissance. Maintenant, il faut que ce soit quelqu'un
qui est peut-être pas super réputé, mais qui a fait ses preuves et qui peut directement embarquer dans le projet et continuer finalement. Tu viens de perdre ton architecte. Si tu engages quelqu'un, ou alors tu viens de perdre ton cuisinier en chef, si tu engages quelqu'un qui est un grand spécialiste des desserts, alors que l'autre d'avant, c'est un grand spécialiste des salades et qui a acheté des ingrédients pour faire une salade, ça va être beaucoup plus compliqué de faire ça avec de la farine et avec du chocolat pour faire une salade. Donc, je sais que le parallèle est un peu spécial, mais vous voyez où je veux en venir. Il faut vraiment être dans la continuité et il faut aussi que tout le monde adhère très rapidement. Et si c'est quelqu'un qui a fait ses preuves et que tout le monde voit directement que le gars, il sait de quoi il en retourne, et ça, je parle à la fois des médias, des supporters, des joueurs, et que, en tout cas sportivement, parce que l'aspect extra sportif, ça c'est une toute autre histoire, mais sportivement, si on continue dans la direction où on était et que finalement on se dit, bon, Thierry Henry est parti, mais on l'a remplacé par quelqu'un qui peut prendre le relais exactement de la même façon et faire le même travail, ça va continuer, ce ne sera pas en péril, ce sera juste dommage pour Thierry Henry. Je suis d'accord à 100% avec Mathias, donc je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire. Je vais juste rajouter, pendant la conférence de presse, Kevin Gilmore avait ajouté que le ownership, c'est-à-dire Joey et la famille Saputo, avaient vraiment essayé, ils étaient impliqués à essayer de faire, à essayer à ce que Thierry Henry reste. Et bon, les raisons personnelles ont fait... On pris le dessus, ouais. Donc, j'espère que peu importe qui arrive, j'espère que peu importe ce qui a été proposé à Thierry Henry pour qu'il reste, soit appliqué au prochain entraîneur, surtout à cause de la réalité qu'on connaît. J'espère que cet entraîneur-là va vraiment être bien briefé à savoir dans quelles conditions il rentre, peu importe qui ça va être. Ouais, c'est sûr. En tout cas, peut-être qu'Olivier Renard va faire comme il a fait avec les joueurs, s'assurer d'amener un entraîneur célibataire. Bref, on verra ce qui va se passer du côté du CF Montréal. Écoutez, on a fait un bon 1h45 minutes, tandis qu'on visait 1 heure. Donc, comme d'habitude, on a un peu dépassé le temps, mais ce n'est pas grave. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a plu énormément. J'ai trouvé que notre discussion a été extrêmement intéressante. Mathias Jonas, merci beaucoup de t'être rendu disponible encore aujourd'hui. C'est pas la première fois sur Culture Soccer, puis ce ne sera pas la dernière, j'espère. C'était un plaisir, puis tu m'invites quand tu veux. Si tu peux, maintenant c'est fini, à tout le monde en parle, mais toi tu peux en distribuer des cartes chouchous, donc j'en prendrai une petite. Parfait, Tristan, merci encore aussi. Toi, tu es un peu le couteau suisse, CS à l'érable, Culture Soccer, un peu partout. Je suis tellement content à chaque fois que tu réponds par l'affirmative à mon invitation. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi aussi. J'espère que tu as aimé ça encore. Pareillement, merci beaucoup de l'invitation. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager notre contenu, à nous en parler, à nous poser des questions. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire bonne journée et à la semaine prochaine ou bonne soirée. C'est pour ceux qui regardent de l'extérieur. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Culture Soccer.